Bienvenue dans le podcast. Je suis aujourd'hui très bien accompagné parce que je suis avec Will Janssens. Déjà, premier point, est-ce que je le prononce bien? T'es étonnamment bon pour quelqu'un qui prononce mon prénom, mon nom de famille pour la première fois. Genre, généralement, j'entends Janssens ou ce genre de choses. Et Janssens serait la prononciation parfaite qui était très proche. Janssens. Bon, j'avais fait mes devoirs, je l'avoue. Donc, Will Janssens, je suis très content de t'accueillir sur le podcast. Tu as été un invité qui a été demandé souvent par certains auditeurs du podcast Biomécanique qui m'ont demandé sur Instagram ou par mail des fois ça pourrait être sympa si tu recevais Will. À chaque fois j'avais toujours la même réponse, c'est prévu, j'ai prévu de l'inviter et j'ai envie de l'avoir sur le podcast. Et pour l'anecdote d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'était dans les premiers épisodes, lorsque je parlais, lorsque j'étais pas encore complètement naturel, tu vois, au micro, j'avais peut-être une façon de parler qui faisait que on m'a dit dans un commentaire sur YouTube, on pourra aller le chercher, je pense que les gens pourront le retrouver, que ma voix faisait penser à ta voix, tu vois, ça m'avait fait rire. Excellent. Voilà, Ok. voilà, donc ils pourront se faire une idée. On va commencer normalement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour à la limite ceux qui ne te connaissent pas et même ceux qui te connaissent, qui aimeraient savoir exactement qu'est-ce que fait Will dans la vie et qu'est-ce que veut dire physiologie de l'exercice d'ailleurs. Super. Ben, très volontiers. Et je te remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de savoir que 2-3 personnes t'ont forcé à m'accueillir ici. J'espère qu'ils t'ont pas trop contraint à le faire non plus. Si j'avais le Euh, couteau sous la gorge. En très bref, bon, je m'appelle William. Will, c'était juste parce que c'était plus pratique. Will Janssens. Donc j'ai des origines un petit peu variées, on va dire ça comme ça. J'ai un grand-parent de chaque pays que je vais mentionner ici. Chinois, suisse, norvégien et belge. Donc ça fait un mélange original. Je peux pas trop dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, c'est qui je suis. Et je vis en Suisse. J'ai vécu plus de 25 ans à Genève, 3 ans à Lausanne, pour ceux qui connaissent. J'ai fait un peu plus d'une année en Angleterre, à Bath, qui est une petite ville proche de Bristol, où j'ai pu faire un papier qu'on appelle un diplôme postgrad en sciences sociales et sport, à the University of Bath, qui est cette université assez incroyable avec un campus de folie vraiment. Et puis, bref, pour compléter le côté académique, j'ai fini un master qu'on appelle un master en entraînement et performance en Suisse, mais j'ai pris une orientation physiologie de l'exercice de par en fait ma participation à un groupe de recherche clinique pendant 2 ans au département de physiologie à Lausanne, où concrètement, même si mon master à la base s'orientait un petit peu plus vers le fameux titre de préparateur physique, je ne me suis pas du tout retrouvé avec un ballon de football ou de rugby sur un terrain. Je le caricature un petit peu, hein, je résume pas du tout le métier de préparateur physique à ça, mais j'étais justement, on va dire, le cliché du scientifique avec sa blouse et puis les pipettes et puis les microscopes à fluorescence ou non, en train de faire de l'immunohistochimie, de faire des coupes de biopsie musculaire de vaste latérale chez nos patients pour essayer de faire des analyses avant-après sur des petites données un petit peu de geek nerd scientifique pour caricaturer un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le domaine. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai compris que je voulais d'une part mieux comprendre ce qui se passait, mais que je voulais pas d'autre part faire ce que j'avais fait sur 2 ans, alors que j'avais pu le comprendre en 2-3 mois. Et pour faire bref, la plupart des métiers, dès le moment qu'on est dans laborantin, d'une certaine manière, on pourrait dire ça comme ça, une fois que les tâches sont là, on les répète beaucoup. Donc moi, je suis un passionné d'apprentissage, un curieux, un éternel curieux. Et du coup, avoir pu apprendre quelque chose en 3 mois, c'était bien, mais le répéter sur 2 ans, ça m'aurait, pour ainsi dire, je vais être un peu informel, saoulé de faire ça sur 5 ans et de faire un doctorat dans le même domaine. Ça veut pas dire que je n'ai pas en tête l'idée de faire un doctorat ou que voilà, mais concrètement, j'ai décidé de m'orienter de mon côté juste après ça vers simplement l'ouverture on pourrait dire un business dans le monde du sport. Et j'ai ma petite entreprise qui s'appelle simplement Will Janssens. C'est ce qu'on appelle une raison individuelle en Suisse, l'équivalent de auto-entrepreneur, je dirais, en France. Et je sais pas exactement comment on appelle ça dans ton pays, mais voilà, c'est la toute petite entreprise, donc rien de particulier. Et j'ai décidé de me lancer dans différentes choses. Donc, je fais avant tout et surtout du coaching. Et puis, pour compléter un petit peu le reste, je pense qu'il est peut-être un peu plus important dans
ma bio, si je puis dire, c'est je suis aussi écrivain. J'ai écrit 3 livres dans le domaine, on va dire, du fitness au sens large, perte de graisse, prise de muscle, donc ce qui est composition corporelle. Et puis on va dire fitness. J'ai écrit un livre avec Tristan de Feuillet-Vang chez la maison d'édition Amphora qui s'appelle Les mensonges du fitness, et 2 livres avec les éditions Ocré avec Christophe Bonnefond, Les secrets de la sèche et Les secrets de la prise de muscle, donc vraiment orienté, on va dire, fitness, peut-être un peu plus bodybuilding que powerlifting ou force athlétique comme on dit. Et voilà, ça fait un peu le profil général du personnage, on va dire. Tu me dis si tu as besoin de plus d'infos ou si tu as besoin de moins, je suis déjà allé trop loin et je m'excuse. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je vais t'encourager à aller beaucoup plus loin après derrière, tu vas voir, ça va être marrant. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime les process? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Qui aime les process, qui aime avoir des choses structurées, procédurées. Ouais. Alors oui et non. Je sais pas exactement où tu veux mener avec cette question parce que ça peut représenter énormément de choses, mais on va dire que selon comment je m'organise et puis comment j'ai envie de finaliser un projet, et évidemment qu'il y a plusieurs choses qui vont se rapprocher, je pense, de process et de choses que j'ai pas forcément envie de modifier comme ça. Et en même temps, j'ai un petit côté où j'aime bien aussi gratter un petit peu ma guitare, refaire un peu de breakdance et un petit côté un petit peu artistique, un petit peu plus olé olé, je fais les choses un peu comme je les sens. Je sais pas si c'est là que tu voulais m'amener ou pas du tout. En fait, moi je suis quelqu'un qui adore les process. D'une manière générale, j'aime quand les choses sont structurées et quand je peux un petit peu déporter mon cerveau sur... je n'ai plus besoin de réfléchir à comment faire les choses. Bon, le podcast est un exemple, typique où j'ai un process précis entre l'enregistrement des épisodes, la sortie des épisodes, etc. Et si tu veux, en fonction de ton parcours un petit peu de scientifique, comme tu l'as décrit là, avec un peu le cliché, l'image de la blouse blanche, je voulais savoir si justement tu étais quelqu'un qui aimait avoir des procédures et en fait détacher un petit peu le cerveau de tout ce qui est tâches répétitives et tâches qui n'ont pas réellement besoin de créativité pour justement gagner du temps et prendre cette créativité pour la mettre au service d'autres choses, par exemple. Oh, je vois. Alors, je vais essayer de te répondre comme ça. Je ferme une messagerie au cas où, comme ça je suis sûr de ne plus avoir de bruit pour la suite. Voilà. Je fais partie des personnes qui font plusieurs choses en même temps. C'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que en même temps, j'ai plusieurs projets qui tournent. Sans forcément les mentionner directement ici, globalement, je collabore avec, on va dire, une dizaine de personnes et il y a probablement 3-4 groupes de personnes comme ça avec lesquels je dois me synchroniser le mieux possible. Et donc, il y a bien sûr les contraintes de base que tu peux imaginer. Il y a des deadlines, il y a toutes ces choses-là. Et puis, il faut s'organiser. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, une fois que l'organisation est là, quelque part, une fois qu'on a la possibilité ensuite de s'exprimer, dit autrement, une fois que le cadre est posé, là, bien sûr, on peut se lâcher. Et je dirais que je fais partie des personnes qui adorent prendre énormément de temps et d'énergie pour créer un environnement qui permet ensuite de s'exprimer, on va dire, librement, de manière intellectuellement honnête, et puis de dériver, pour ainsi dire, et de se laisser aller dans des échanges où voilà, un exemple ici que je peux proposer en pratique, c'est que là, tu me proposes au sein d'un podcast, donc voilà, on sait qu'on allait se connecter à une certaine heure, etc. Puis ensuite, on discute, tu me poses une question, et ensuite, quelque part, on a une forme de liberté là-dedans, et j'aime bien ne pas avoir tout qui est déjà listé, me dire, ok, ben voilà, je sais que je vais avoir ces 3 questions, je vais répéter ça, puis je vais juste essayer d'être, entre guillemets, naturel. Non, en fait, j'adore cette idée de vraiment vivre pleinement le truc dans un cadre qui permet justement de le faire. C'est-à-dire que je suis pas non plus complètement déstructuré à vouloir 100%, enfin tout le temps, partir un petit peu en freestyle dans tous les sens. Et c'est justement toute l'énergie que je mets pour justement obtenir un cadre qui me convient, qui fait qu'au final, je sais pas si c'est là que tu voulais en venir quelque part, décrocher, mais pas décrocher dans le sens négatif, décrocher dans le sens de dire ouais, c'est cool. Là, c'est le moment où je discute juste avec d'autres tarés passionnés comme moi de ce sujet scientifique. Là, je vais parler de nutrition permaculture, et je vais pouvoir parler de mes poules sans aucun problème et qu'on me regarde comme un taré. Là, je vais pouvoir parler de ça et de ça. Et du coup, une fois que le contexte est là, quelque part, c'est allez, on se fait plaisir. Je sais pas si ça répond à ta question, mais je fonctionne beaucoup comme ça. Il n'y avait pas de toute façon de mauvaise ou de bonne réponse. Ça répond à ma question à partir du moment où tu as développé, c'est intéressant. Et en fait, si je t'amenais sur sur l'histoire du process, de quelque chose qui est très structuré, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un qui adore les études scientifiques.
Tu les lis, tu les relates, tu en parles sur tes réseaux, tu en as fait, ton contenu est beaucoup est très alimenté d'études scientifiques comme ça, donc ça c'est bien. Et j'aimerais qu'on en discute un petit peu après, mais avant ça, je vais être obligé d'avoir une petite question Paris Match. Euh, Parce que ça me taraude en fait, j'ai pensé au moment où tu as parlé de ton livre que tu avais fait avec Tristan. Est-ce que toi tu as été touché de près ou de loin par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre Marvel et Aline, Tristan, etc. Parce que alors tu as collaboré avec Tristan pour un livre, on sait que tu fais partie un peu donc du monde du feed game. Par contre on t'a pas du tout entendu et je veux pas avoir ton avis, c'est juste pour savoir si toi il y a eu des petites répercussions ou s'il y a eu des conséquences dans autour de toi en fait. Alors, déjà, je peux te dire sans problème que ça me dérange pas d'en parler. Donc, si jamais tu as une question là-dessus, tu hésites pas. Au pire, s'il y a quelque chose que je ne dois pas dire pour des raisons X ou Y, ça me viendra et puis je te le dirai tel quel. Mais en très bref, j'ai de la chance par rapport à ma position actuellement. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un de suffisamment exposé. Donc oui, j'ai une certaine audience, c'est certain. J'ai pas 200 ou 300 followers. C'est vrai que c'est impressionnant, ça a un peu monté ces derniers temps. Si j'additionne YouTube et Instagram, même si certains se croisent probablement, bah, ça fait un peu plus de 20 000 personnes. Donc ça, il y a quand même une certaine audience derrière, mais c'est pas quelque chose de trop important. Et quand on compare à Tristan, qui a plus de 300 000 followers sur Instagram et je crois qu'il a plus de 400 000 sur YouTube, il faudra qu'il m'excuse si jamais il a encore monté, j'ai pas suivi, mais on n'est pas du tout dans la même échelle en fait. Et du coup, moi, j'ai pas non plus les mêmes formes de messages, c'est-à-dire que quelque part, si quelqu'un veut venir me voir et m'insulter, bon bah c'est déjà quelqu'un qui a envie de débattre autour de peut-être, tu vois, on peut parler de biomécanique, on peut parler de nutrition, on peut parler de composition corporelle, on peut parler de méthodologie scientifique, on peut parler de permaculture. Ok, d'accord, mais il y a déjà une sorte de filtre quelque part. Moi, je vais pas avoir autant de personnes qui peuvent venir quelque part de n'importe où pour ensuite trouver que ce que je fais c'est bien ou ce que je fais c'est pas bien. Et j'ai affiché très clairement que voilà, je soutenais à fond Tristan dans une publication sur Instagram, si jamais on pourra la mettre en lien ou quelque part, qui dit que voilà, je sais très bien quelles sont les valeurs de Tristan et je le connais très bien et j'ai cette chance-là d'avoir pu collaborer avec lui sur plusieurs projets. Et ça m'a pas touché directement parce que j'ai pas reçu, comme par exemple lui ou comme Lauralis, des milliers et des milliers et des milliers de messages avec, voilà, j'ose même pas imaginer le niveau de violence cumulé qu'il y a, et puis pas juste voilà recevoir 3 messages avec des termes que je vais pas citer ici pour pas que ce soit trop informel, mais tu comprends un peu la violence des injures qu'il peut y avoir derrière. Et puis ça, sur la durée et avec vraiment un cumul énorme, c'est pas du tout quelque chose que j'ai reçu. Si tu veux un ordre d'idée, je pense que j'ai dû recevoir une dizaine de messages de cette nature-là, et pour ainsi dire, j'ai été très bien briefé par Tristan qui m'a dit tu verras, il y a des gens constructifs qui cherchent à comprendre, qui vont te poser ces questions, bah tu réponds comme tu veux. Il y a des gens qui vont juste te dire espèce de, on peut imaginer ce que tu veux, et puis globalement, bah voilà, le but c'est pas la discussion, c'est juste ces fameux raids numériques et ce genre de choses qui sont arrivées, et ça je l'ai très très peu subi, donc je m'estime quand même assez chanceux, mais j'étais prêt. Si jamais, en prenant position du côté de Tristan, qui n'a rien contre la liberté d'expression, et là c'est le peu de paroles que je peux dire à sa place, je pense. Et pour le reste, voilà, je dirais peut-être à chacun son rôle, chacun se fera son avis, mais voilà, j'ai quasiment pas eu de soucis, on va dire ça comme ça. Ok. Ouais. Est-ce que ça a été un choix pour toi de pas t'impliquer davantage ou alors on t'a peut-être pas proposé d'aller au-delà puisque t'as déjà eu, si t'as reçu quelques messages, peut-être on t'a proposé de faire partie du camp adverse. Oui, je vois. En fait, dans l'idée, moi, j'ai pas été. Si on parle de Marvel Fitness ici, Marvel a fait. Oui, non, mais on va passer après hein, sur autre chose. Excuse-moi. Non, t'inquiète pas. Ma curiosité prend le pas, mais on va parler de choses plus sérieuses après. Il y a aucun souci, et je pense que ça fait partie justement des choses sérieuses parce que lorsqu'on a des critiques sur ce qu'il se passe, si on imagine que le fait de censurer la critique par défaut, c'est une bonne chose, c'est un problème parce qu'effectivement, il faut
faut que les personnes puissent s'exprimer. Et si quelqu'un dit une connerie, s'il se ramasse quelque chose en pleine gueule pour être un peu informel, ben voilà, il a dit une connerie, il peut s'excuser par la suite, continuer. Puis voilà, dès le moment qu'on a une certaine exposition, on a aussi une forme de responsabilité. C'est-à-dire que dire des conneries et puis toucher 10 personnes, c'est pas la même chose que dire des conneries et puis passer sur tous les plus gros médias et puis toucher des centaines de milliers de personnes. Donc il y a une forme de responsabilité qui est très importante ici aussi. Et Marvel a fait une vidéo sur mon premier livre, Les Secrets de la Sèche, également une vidéo sur mon deuxième livre, même si il a plus, bon voilà, on va dire directement parler de Tristan que de notre livre ou de nous deux, pour faire ça simplement. Et mon premier livre, il a fait une critique qui était honnêtement constructive et qui m'a plutôt amusé en fait. J'ai répondu aussi en ce sens. Et donc moi, on va dire directement de ce côté-là, j'ai pas été attaqué. Par contre, il y a eu 2-3 petites choses parce que finalement, vu que je suis en collaboration directe avec Tristan, un des trucs qu'on a ensemble, c'est Beyond Fitness, c'est notre programme de musculation qu'on a monté ensemble. Et puis là, du coup, il y a eu 2-3 épisodes où effectivement, il a attaqué également cette partie-là. Et là, on va dire que j'étais concerné, mais pas au point quelque part d'aller encore rajouter une couche, si on peut dire ça comme ça simplement, du côté d'une plainte ou quelque chose du style. Mais alors clairement, si ici il s'agit de donner un message, parce que je me suis pas beaucoup plus exprimé que ça, à part la publication Instagram en l'occurrence, où on voit simplement sur une photo à côté de Tristan sur la première photo, puis ensuite il y a un texte pour les personnes qui seront intéressées par ça. Moi, je suis pleinement du côté de Tristan et il y a aucun doute. Et c'est pas juste parce que on est potes et on bosse ensemble, c'est aussi par rapport à la manière dont on apporte une critique. J'ai beaucoup d'amis qui font des critiques extrêmement constructives et qui disent, qui pointent du doigt quelque chose qui ne va pas, mais proposent une alternative et non pas juste, j'ai envie de dire, une attitude généralement qui va inciter à quelque chose peut-être de pas constructif, mais plutôt de destructeur, plutôt de rabaissant, quelque chose de négatif, quelque chose qui n'incite pas la personne à se remettre en question et à proposer quelque chose de mieux. Et j'ai peut-être cette attitude un peu bisounours comme ça de suggérer que avec le côté pédagogique, on peut toujours amener quelqu'un à réfléchir. Et pour ce faire, on ne doit pas aller du côté de la personne qui se braque juste parce qu'elle s'est fait insulter, pour dire ça simplement. Et je suis pour le discours, je suis pour la discussion, je suis pour le débat intellectuellement honnête. Et ce qui sort de ce cadre-là, on va dire non seulement ne m'amuse pas beaucoup, mais jamais je ne le valoriserai. Quelqu'un qui a besoin à un moment, peu importe son idée derrière, quelqu'un qui a un besoin de rabaisser, ce n'est pas quelqu'un vers qui je vais me pencher, ça c'est certain. Et là, je me mouille pas beaucoup, pour ainsi dire, lorsque je parle de ce genre de comportement, parce que là, c'est pas quelque chose de très surprenant. Je vais pas encore relever des points précis qu'il a mentionnés ou autres, parce que moi, c'est pas vraiment un contenu que je consomme, comme on dit. Ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Chacun fait sa vie. Mais voilà, si je devais me positionner et puis que quelque part tu m'en donnes l'occasion ici aujourd'hui, moi, c'est absolument clair que je soutiens Tristan par rapport à ce qu'il a fait et puis par rapport aussi au fait que lui, il aime l'idée qu'on puisse discuter. Et je pense qu'en aucun cas, c'est quelque chose qui va contre la liberté d'expression ici. Ça, c'est que mon avis. Et donc, si jamais des gens veulent venir m'en parler, ils peuvent le faire. Vous savez juste que si vous commencez par 3 lignes d'injures, par contre, je supprimerai votre message. Mais si vous me dites « Salut Will, je suis pas d'accord avec toi », venez discuter avec grand plaisir. Mais voilà, c'est juste pour la petite conclusion de ce sujet-là. Je suis clairement et je resterai du côté de Tristan, à moins qu'il y ait des choses inimaginables qui se passent auxquelles je ne m'attends pas. Mais là, actuellement, il n'y a aucun doute de mon côté. Ouais, on le voit dans ce milieu qu'il y a quand même beaucoup de théories qui s'affrontent et il y a une grosse véhémence sur la musculation, l'entraînement. Les idées sont parfois très arrêtées. On voit qu'il y a des grands noms dans le domaine qui ne s'aiment pas forcément beaucoup, alors qu'ils sont en désaccord. Mais au-delà d'être en désaccord, il y a comme chacun un petit peu à son dogme. Chacun défend ses idées. On a chacun sa vérité. Il y a ceux qui pensent qu'il faut s'entraîner comme ça et que c'est la seule solution, ceux qui pensent qu'il faut s'entraîner comme ça et c'est la seule solution et que le reste, en fait, c'est que des conneries. Et puis, il y a beaucoup de marketing, chacun veut vendre son truc. Mais quand même, sur les débats, sur les idées, ça crée du clash. Alors, je ne sais pas si c'est depuis Marvel ou à cause ou grâce ou... Il n'y a pas de jugement de valeur, mais on voit que c'est animé, quoi. Et alors, des fois, moi, je peux le comprendre. Parce que on entend tout et son contraire, et j'ai eu l'habitude d'en parler sur ce podcast, encore très récemment, sur justement des avis et des conclusions plus ou moins scientifiques qui des fois disent des choses différentes, tu vois, et alors font perdre un petit peu le fil de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qu'on est censé comprendre, de ce qu'on est censé faire. Et les études scientifiques y participent dans un sens, puisque
Une étude, ça veut tout et rien dire. C'est qu'on fait des tests avec des personnes, avec un lot, il y a des biais, il n'y a pas de biais, il y a des conclusions hâtives, d'autres moins. Alors toi, parce que tu étais quelqu'un qui aime les études, je le disais, comment tu te bases sur le fait de, tiens, cette étude-là, elle est véridique, on peut s'y fier. Voilà, c'est-à-dire que comment on analyse une étude, où c'est qu'on les trouve, est-ce qu'elles sont nombreuses, je veux dire, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions viables? Beaucoup de questions, mais peut-être on va commencer tranquillement par la première question. Comment on peut faire confiance en une étude? Alors, en fait, toutes les questions que tu as posées juste avant celle-là, à laquelle je vais répondre bien sûr, se rejoignent d'une certaine manière. Quelque part, c'est comment est-ce qu'on peut apporter une forme de confiance à une certaine source. Donc une source, on peut parler de source en histoire, on peut parler de source en archéologie, on peut parler de source en sciences, et puis on peut parler de données scientifiques, d'études scientifiques, on peut parler d'études scientifiques publiées, disponibles sur PubMed et publiées dans un journal avec un certain impact factor. On peut parler de plein de choses, mais globalement, pour pas se perdre, peut-être, tu as une audience qui est plutôt assez, qui adore ce genre de jargon scientifique, ou pas tant que ça, juste que je sache où me positionner à peu près. Je pense que ce que tu as dit jusqu'à présent n'est pas quelque chose d'inconnu pour les auditeurs qui nous écoutent. Okay. Ils sont globalement quand même au courant de tout ce qui est autour du sport, de la santé, même si c'est pas tous des érudits. Mais bon, si tu parles d'études scientifiques, si tu parles de tout ça, je pense qu'on devrait pas trop perdre les gens. Et si c'est le cas, je te demanderai. Aucun souci. Si jamais tu me dis, je clarifie volontiers d'une autre manière. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que on a envie d'attribuer une certaine crédibilité à quelque chose, et on va parler d'une forme de légitimité, on va parler d'une forme de qualité d'information, et globalement, ça va être lié avec, on va dire, la manière dont l'étude est elle-même fabriquée. Pour citer, même si je ne donne probablement pas exactement la bonne phrase, j'ai un ami qui est beaucoup plus calé que moi sur l'analyse de la méthode et de la rigueur scientifique, qui s'appelle Mathias Soulol, qui est vraiment un passionné du domaine, qui a un master aussi dans le domaine du sport. Et lui, il sera capable d'aller beaucoup plus loin dans justement ces détails qui permettent de dire précisément, ok, celle-là, elle est intéressante, cette étude. Par contre, clairement, au niveau puissance statistique ici, on n'est pas dans quelque chose de très sérieux. Là, la taille des faits ne sera pas blablabla. Donc, je donne ces critères là maintenant pour te dire que si tu voulais vraiment avoir quelque chose de plus critique dans l'analyse de l'étude, je te recommande, même si je sais pas si je peux faire une recommandation pour toi, mais pour ton podcast, si une fois c'est quelque chose qui t'intéresse, il sera incroyable pour ça et largement plus compétent que moi. Cela dit, de mon côté, ce que j'ai compris qui me permet d'avancer quand même, sans pour autant avoir son niveau d'analyse, c'est d'avoir un contexte, mais pas juste un contexte scientifique. Pourquoi ? Parce que là, je fais l'emmerdeur et j'insiste sur ce terme parce que j'utilise ce terme vraiment sciemment. La science n'est pas complètement en dehors du monde politique et économique. C'est un avantage et un problème. C'est un avantage parce que du coup, on sait que on peut faire attention au financement de certaines études. On peut regarder d'où viennent ce qu'on appelle les fameuses grants. Comment est-ce que les financements sont arrivés ? Est-ce que c'est juste un fonds national d'études ou est-ce que c'est telle ou telle industrie qui peut-être à un moment a une forme d'influence? Est-ce que ça nous semble cohérent ou non? Est-ce qu'on peut quand même garder les données ou est-ce que c'est juste les conclusions des auteurs qui ont décidé d'aller un petit peu plus dans le sens de, voilà, on va pas non plus frapper celui qui nous nourrit. Donc voilà, est-ce qu'ils ont simplement peut-être arrangé la forme des conclusions sans pour autant dénaturer les données? Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Donc on peut regarder les conflits d'intérêts, on peut regarder l'étude et puis tout ce qui est statistique, les groupes, est-ce qu'ils sont comparables? Est-ce que globalement, ce qu'il en ressort, si on dit c'est statistiquement significatif, est-ce que c'est cliniquement significatif aussi? Je donne un exemple tout bête. Si on a une différence statistique dans le fait de réduire de 2 grammes le sel par jour dans une population, et puis qu'au final, on voit que cliniquement parlant, ça se traduit par moins 1,5 mm de mercure, on se dit à quoi bon essayer de réduire de 2 grammes le sel si y a une modification qui est juste ridicule, alors que peut-être il y a d'autres choses à regarder, l'hormone parathyroïdienne, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée c'est d'avoir la notion de contexte, d'avoir la capacité de lire l'étude et d'avoir la capacité de la décortiquer et d'avoir aussi la capacité de
se freiner sur certains biais. Par exemple, le biais de confirmation qui est peut-être un des plus connus, c'est, je vais donner un exemple stupide complètement en dehors du contexte pour que tout le monde s'y retrouve. À l'époque, j'avais des dreadlocks et lorsque j'avais des dreadlocks, la première fois où j'ai fait mes dreadlocks, j'ai jamais vu autant de personnes autour de moi avec des dreadlocks. C'est pas parce que ça va augmenter d'un seul coup, c'est juste que mon attention me permettait d'en trouver plus. Donc, pour revenir avec un exemple un peu plus concret, si je suis absolument convaincu que la diète paléo est la meilleure du monde, je vais aller chercher des informations qui permettent de valider a priori ce que j'ai en tête. Et en fait, la démarche scientifique, ce qu'elle permet, et ce qui permet aussi d'aller un petit peu plus loin, c'est la manière dont on pose la question. Parce qu'en fait, à la base, quand on cherche quelque chose de statistiquement significatif, on essaye de prouver qu'on a tort à plus de 19 chances sur 20, pour donner ça un peu simplement avec le fameux P en dessous en dessous de 0,05. Et donc, on a envie de dire, on est sûr que deux groupes sont par exemple différents, donc au-delà de quelque part juste notre intuition, ou juste ce qui est pas grave en soi. Je veux dire, c'est très bien d'avoir des intuitions, mais l'outil scientifique, c'est la capacité à justement vérifier quelque chose, donc affirmer ou infirmer une hypothèse de base. Et ça change du biais de confirmation qui est finalement juste le fait d'aller essayer de trouver une étude qui va dans notre sens. Et donc du coup, là, en reculant un peu, on se dit, il y a des études. Tu me dis, est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup trop, en fait. Il y en a beaucoup trop pour que on puisse avoir quelqu'un qui puisse dire avec certitude, je suis sûr d'interpréter correctement toute la littérature scientifique. Si quelqu'un dit ça, c'est un charlatan, même si ça fait 50 ans qu'il est là-dedans. Parce que c'est pas possible de tout lire, simplement par rapport à la vitesse à laquelle sortent les études comparé à simplement le temps de lecture nécessaire pour catch up, pour continuer et suivre ce qui se passe. Donc, on peut au mieux avoir une forme d'humilité tout en restant critique et rester à la fois curieux et continuer d'avancer, échanger avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine, essayer de se faire un avis, tester et puis avoir ce lien entre à la fois cette obstination dans le temps de lecture, dans la recherche de théories qui semblent cohérentes et la mise en pratique. Comme certains pourraient le dire, William Blake en l'occurrence, the true method of knowledge is experiment. Donc il y a ce lien entre empirisme et théorie et il ne doit jamais complètement disparaître. Si on reste juste un PubMed warrior et puis qu'on n'applique rien, puis qu'on suggère qu'on a la meilleure théorie parce qu'on a lu un peu plus que les autres, mais on l'a jamais testé en pratique, c'est ridicule. À l'inverse, avoir énormément de données empiriques, pour ainsi dire, avoir eu 20 ans de pratique dans un domaine, c'est très bien, mais peut-être que la personne qui reste quelque part dans son microcosme comme ça n'a pas eu la possibilité de bénéficier d'autres théories qui permettraient peut-être à ces athlètes d'aller encore plus loin ou ce genre de choses. Donc, en gros, même si ça semble un peu brouillon, c'est compliqué. Et en un petit peu plus spécifique, il faut à la fois développer nos propres connaissances, rester critique et avoir cette capacité justement à aller vérifier que ce qu'on avance, c'est pas juste quelque chose qui nous plaît. Donc quelque part, il faut accepter d'aller voir les informations qui nous plaisent pas. Et ça, je pense, c'est un des points les plus importants. C'est ce qui permet de se battre contre le biais de confirmation, pour ainsi dire. Donc voilà. Je sais pas si ce résumé te convient, mais pour te dire, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas certain actuellement d'avoir la meilleure démarche, mais je suis certain par contre que j'accepte d'avoir des avis qui sont différents de celui que j'ai pour le moment. Et c'est ça qui fait que je pense, pour le moment, j'ai pu avancer un petit peu plus vite que d'autres qui faisaient finalement que confirmer le premier chemin qui n'était pas forcément le bon. Donc voilà, rester quand même assez ouvert. Je pense que ça, c'est le critère général. Et pour rester un petit peu focus sur le monde du fitness, musculation, bodybuilding, sèche, prise de masse, etc., dans tout cet univers-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'études Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'études? Et si je te pose la question, c'est parce que j'ai eu l'impression d'avoir entendu plusieurs fois, et cette théorie me paraît assez logique, que dans ce monde-là, il n'y avait pas assez de pratiquants, comparativement à d'autres sports par exemple, il n'y avait pas assez de pratiquants, pas assez de passionnés pour qu'il y ait un véritable marché qui alimente des études derrière. Et on a toujours dit, oui, mais dans ce milieu, il n'y a pas assez d'argent de toute façon pour faire des vraies études qualitatives, pour savoir si 4 séries de 10 est plus important que 3 séries de 15. Pour exemple, tu vois. Ce qui fait que... Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a de la thune pour faire des études? Pas trop? Il y a des avancées? Alors, il y a des choses surprenantes. Alors, ce qui est certain, c'est que la musculation n'est pas un sport qui est aussi populaire, et je dis ça juste au sens strict par rapport à la quantité totale de personnes touchées par ce sport, que des sports comme le football, pour donner un exemple absolument sûr, on va dire ça comme ça, ou le tennis ou d'autres sports. Et donc, quelque part, l'investissement qu'il y a derrière va être lié effectivement avec ce qui est disponible, et donc
voilà, le fameux chemin que tu as proposé d'emprunter ici, follow the money, est-ce qu'on a quelque part la possibilité ou la prétention dans les années à suivre, ou déjà dans ce qui a été publié jusqu'à maintenant, d'avoir des études suffisamment qualitatives pour avoir des conclusions qui sont suffisamment intéressantes pour dire, OK, on est quand même assez sûr que ça, c'est le quota de protéines nécessaire pour ne pas perdre de muscle en sèche. Et puis, du coup, quand on perd du poids, voilà les limites de graisse qu'on peut relâcher à chaque instant en fonction de la masse grasse à disposition. Et donc, on peut calculer voilà, des sortes de seuils qui permettent aux athlètes de bodybuilding d'aller un petit peu contre la tendance du reste de la planète, c'est-à-dire de pouvoir perdre de la graisse tout en maintenant la masse musculaire. Physiologiquement parlant, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et enfin voilà, c'est tout sauf c'est mélanger le catabolisme et l'anabolisme. C'est exactement l'idée, ça. En fait. C'est avoir je construis, je détruis. Oui, mais exactement. C'est comme si tu pouvais choisir en gros quel bâtiment construire et quel bâtiment détruire avec une précision qui est quand même tout à fait particulière. Et donc, sur le plan strictement scientifique, on est capable de dire maintenant, avec pas mal de données, ça semble pas mal. Mais ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est de dire, OK, ça semble pas mal. Et en plus, c'est confirmé chez des athlètes de haut niveau sur une étude de plus de 3 mois, par exemple. Et donc, ce qui est compliqué, c'est d'avoir un regroupement d'études extrêmement onéreuse qui va renforcer un petit peu cette idée qu'on est vraiment sûr de faire ce qu'il faut. Par contre, vraiment pour avoir des orientations, OK, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'arriver sur scène avec tel poids, est-ce que c'est possible d'avoir déjà quelques calculs qui permettent de diriger le mieux possible cet objectif? Et là, clairement, on a des données. Et clairement, il y a plein de choses qu'on peut ajouter pour au final arriver sur une espèce de craft cohérent comme ça, même si ça va peut-être mélanger certaines données qui datent de la moitié du XXe siècle, d'autres données qui datent de 2010, d'autres données qui datent peut-être de 2015. Et du coup, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Pour comparer ça avec le domaine médical et puis certains médicaments, c'est ridicule la quantité de données qu'il y a à disposition, pour dire ça très clairement. Mais ça veut pas dire qu'on peut quand même pas trouver des données là-dedans. Mais c'est une forme d'invitation finalement à l'humilité et à suggérer que c'est quand même toujours intéressant d'écouter les passionnés qui s'entraînent depuis 20, 30, 40 ans, qui peuvent très bien dire n'importe quoi, hein, qu'on soit clair, mais qui peuvent aussi avoir trouvé des trucs par trials and errors, quoi. L'idée de tester et puis de se planter, probablement le meilleur apprentissage qu'on puisse avoir de toute manière, se planter assez tôt pour recommencer une nouvelle marche. Et puis là, du coup, je pense que ce mélange entre les deux est encore plus encouragé dans le monde du bodybuilding, justement à cause de ce problème de base, où peut-être on va pas pouvoir dire comme d'autres endroits avec autant de précision qu'on est vraiment sûr de ce qu'on fait. On n'est jamais totalement sûr de ce qu'on fait, mais voilà. Donc, je pense que c'est plutôt une démarche cool, en fait. Je pense que c'est plutôt un domaine assez chouette à étudier parce que on ne peut pas avoir de discours trop radical ou trop autoritaire, à moins de soi-même se tirer une balle dans le pied et passer pour un clown, parce que quelqu'un de trop sûr de lui dans ce domaine n'est pas quelqu'un qui cherche à mieux comprendre, quelqu'un qui cherche à imposer. Tu as dit que beaucoup de personnes sont un peu dogmatiques et chacun prêche un petit peu sa propre paroisse. Bon, bah voilà quoi. L'idée, c'est si on veut comprendre et essayer de partager, il faut donner le climat qui permet de le faire, et puis le discours autoritaire et un petit peu tranché est rarement quelque chose qui semble très sérieux. Donc voilà, pour te donner un peu mon chemin. Un truc qui a souvent été entendu, c'est dans la muscu, dans ce sport-là, tout a été plus ou moins dit. Et c'est vrai que depuis les années que ça existe, on peut s'imaginer qu'on a des bases qui sont extrêmement solides, qui si tu cherches un peu, tu fais un petit tour de ce qui se dit, même un peu dans les coachs, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Voilà, tu lis un petit peu tout ce qui se fait, tu dis bon, ok, d'accord, je vois un petit peu le tableau général qui couvre, on va dire, 90% de ce que je suis censé savoir. Ça ne veut pas dire que j'y suis, mais je tends à l'être. J'essaie de tendre à l'être. Donc tout a été plus ou moins dit. Est-ce que finalement les études qui sortent régulièrement dans ce milieu-là, c'est pas une façon d'aller dans le détail, dans un détail millitésimal, et en fait qui vont plus embrouiller ou complexifier les choses. Et pour prendre un exemple, tu vas manger, si tu sais comment manger, c'est pas parce que tu as fait une étude sur la vitamine E à tel niveau de pourcentage après l'entraînement, etc., qui va te faire gagner 1 gramme, donc qui va te faire gagner
1,00% de performance, et seulement si tu as bien dormi la veille et que tu as mangé de la framboise. Enfin, tu vois le délire un peu, tu vois. Est-ce que, voilà, dans un sens, les études, les avancées dans les études sont tellement petites et complexifient tellement le truc que finalement elles finissent par devenir désuètes. Désuètes, inutiles ou peu efficientes. Alors, c'est pour aller tout d'abord dans ton sens, non seulement ça peut être le cas, mais des fois ça peut être encore pire. Par exemple, certaines conclusions d'études peuvent amener à un discours qui finalement est faux parce que la personne, au moment où elle se pose la question, on va dire que dans la démarche scientifique, tout est correct, mais elle n'a pas suffisamment de contexte pour vraiment comprendre ce qu'elle fait. Je te donne un exemple tout bête. Si on suggère que pour un exemple très pratique comme ça, pour développer le haut des pecs, pour donner un truc très pratique, donc voilà, on va dire la partie claviculaire au niveau du grand pectoral. Jean-Ange, si tu nous entends, écoute bien ce passage. On a déjà pu discuter là-dessus d'ailleurs, donc si c'était pas adressé directement à lui, mais effectivement, je sais, pas de souci. Parce que je pense à lui parce que ça avait fait le buzz là quand il avait fait sa vidéo. Alors, mais bon, justement, alors je connais en l'occurrence personnellement les différentes personnes qui parlent de ça aussi, et on pourrait se dire, pour sortir un instant de cette partie-là, si on regarde des données et puis qu'on analyse ce qu'on appelle les EMG, les électromyogrammes, et puis qu'on regarde le taux d'activation de certains exercices, on peut être amené à penser totalement, ok, cet exercice pour le haut des pecs avec une certaine inclinaison semble plus efficace pour les données qu'on est en train d'analyser. Tout ça, c'est cool. Mais ça part du principe que on est en train de regarder sur différents exercices lequel de ces exercices est le plus efficace. C'est pas pour dire c'est le plus efficace, c'est que par rapport à notre idée de base, donc on peut se poser qu'un type de question, hein, c'est celle qu'on s'est posée, c'est pour le dire en anglais et le traduire tout de suite, how can you Google something that you don't know that you don't know? Tu ne peux pas poser une question que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Donc il faut d'abord te dire que c'est pas parce que tu trouves une réponse dans un cadre de questions que tu as pu te rendre compte des autres questions que tu n'as pas pu te poser pour le moment. Et en fait, la base d'un groupe musculaire bien stimulé, c'est que globalement, il puisse avoir une forme de résistance qui s'oppose à la direction des fibres qui, elles, tirent sur un certain levier. Donc, il faut une opposition. Et ensuite, il faut une forme de stimulation qui permet en gros à la fois peut-être d'avoir sur une certaine amplitude assez de tension et pendant suffisamment longtemps. Ça, c'est le critère de base. Si un exercice stimule un peu mieux qu'un autre, c'est une première chose. Mais si la conclusion d'étude, c'est le développé couché à la barre inclinée, c'est le meilleur exercice du monde, c'est une erreur de validité externe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec ce qui est prévu dans les données de l'étude que tous les autres exercices qui n'ont pas été étudiés dans l'étude sont forcément inférieurs à celui qu'on trouve bien dans cette étude. Donc pour donner ce critère de base, c'est en fait, quand je dis que ça appelle à l'humilité, c'est que on doit lier justement notre propre compréhension qui s'améliore avec non seulement la théorie mais la pratique, parce que c'est très bien de chercher beaucoup d'études, mais si ensuite on essaie de prouver à tout le monde en hypertrophie qu'on est le meilleur et puis qu'on s'entraîne pas du tout, c'est un petit peu compliqué. On peut écrire sur la force et la musculation et soit même pas s'entraîner. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. C'est pas grave. On peut. Non, excuse-moi, c'était juste pour dire on peut comprendre des choses, mais je pense que c'est cet aller-retour qui permet au final de garder en fait l'essentiel. C'est cette capacité à se poser des questions jusqu'à se rapprocher vraiment quelque chose de le plus vrai possible. Et là, pour donner de nouveau un exemple très pratique, je pense qu'une des personnes de toutes celles que j'ai pu, on va dire, consulter ou lire, qui comprend le mieux ce domaine-là, c'est probablement Doug Brignoli, qui est un Américain, qui a été d'ailleurs Mr. Universe en bodybuilding, et puis qui, lui, comprend tellement bien la biomécanique au service de l'hypertrophie qu'il est justement capable d'expliquer, sans discours autoritaire pour autant, pourquoi beaucoup de raccourcis qu'on fait dans le monde actuel sont en fait vraiment juste conservés pour des raisons qui ne sont pas scientifiques, mais plutôt dogmatiques ou autoritaires. Et donc, en fait, quelque part, une fois qu'on a brisé c'est moi qui est la plus grosse, je suis désolé, j'ai été quelquefois informel sur ton podcast, mais on rentre enfin dans un climat intellectuellement honnête où on peut dire, tu sais quoi, on est juste les deux là, il n'y a personne qui nous regarde dans ce débat public, je sais pas quoi et tout. J'ai juste envie de comprendre. Toi, tu penses vraiment que c'est comme ça et tout? Et là, on a un climat où on peut avancer. Et ensuite, quelque part, faire une synthèse, plutôt que juste avoir des débats où finalement on regarde qui sort le meilleur argument politique, on regarde ce que ça donne, ça fait pas beaucoup avancer les choses, spécialement pas au niveau de la planète. Mais donc là, l'idée, c'est, si on revient sur l'essentiel, comment est-ce qu'on crée un climat intellectuellement honnête qui permet d'avancer pour qu'on avance ensemble et pas juste en se tapant sur les doigts, quoi. Voilà, c'était un peu mon résumé.
Bon, et là, par exemple, là, sur les 10 dernières années, ou peut-être les 5 dernières années, admettons, c'est quoi les grandes découvertes là, dans le milieu de l'hypertrophie, dans l'entraînement? Est-ce qu'il y a un truc qui s'est dégagé d'une étude ou des métadonnées là, qui ont bouleversé un petit peu les façons de penser qu'il y avait jusque-là? Oui, alors les classiques, c'est bien, comme ça me donne la possibilité de donner quelques exemples concrets, et ça date depuis un petit moment, hein. Moi, j'ai en tête, par exemple, Didier Rice qui parlait ça déjà depuis un petit moment, qui disait que pour l'hypertrophie, c'était possible de faire des beaucoup plus grandes séries, par exemple 15, 20, 25 répétitions, et d'avoir comme une hypertrophie similaire à cette fameuse tranche de 10 répétitions, de 8 à 12, parce que, en fait, on peut accumuler quelque chose qui représente un signal au final qui est suffisant pour développer ce qu'on a envie de développer, même si la manière d'y arriver n'est pas exactement la même. Au final, ce qui compte quelque part, c'est si on se met à la place du muscle, c'est j'ai bossé assez dur ou pas? J'ai bossé assez dur et pendant suffisamment longtemps ou pas? Ouais, ok, bon, bah, t'as le droit de grossir, pour caricaturer un petit peu. Et il y a plusieurs manières d'arriver à ça. 10 répétitions, c'est probablement un des meilleurs compromis. Donc là, quelque part, je dirais un premier truc qui sort, c'est plutôt que de dire vous faites tous du 3x10 ou tous du 8 à 12 reps, on va avoir des personnes qui disent de plus en plus, bon, peut-être que vous pouvez faire entre 5 et 20 répétitions la plupart de votre entraînement. Et puis, si vous allez du côté des 5 répétitions, faites spécialement attention à la technique. Si vous allez du côté des 20 répétitions, approchez-vous vraiment de l'échec ou ce genre de choses. L'échec, voilà, l'échec musculaire, ça pourrait vouloir dire plein de choses, mais on va dire ça comme ça pour le moment. Et là, du coup, on aurait ce premier truc-là. Le deuxième truc qui semble avoir quand même pas mal évolué, c'est aussi, alors là, ça dépend. Je pense pas tout le monde a évolué dans ce sens-là, mais pour prendre le volume d'entraînement. On va avoir tendance à dire, ok, si on prend la littérature, plus tu fais de volume, mieux c'est, à peu de choses près, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à t'adapter face à un volume d'entraînement plus important. Et ça va dépendre en fait de la qualité du choix des exercices. Pour donner un exemple extrêmement concret, si tu fais du squat, on va dire, tu fais du squat, tu vas prendre des quadriceps. Bon, clairement, ça va mobiliser tes quadriceps, mais quelle est l'efficacité de ta capacité à cibler les quadriceps avec un squat, notamment en fonction de ta morphologie ou différentes choses, comparé par exemple à un sissy squat ou à un leg extension ou d'ailleurs un exercice que je pense que je peux appeler le Brignall squat, qui est une forme d'exercice squat mais avec une direction de résistance un petit peu modifiée avec les deux poulies comme ça en bas qui permettent d'avoir une opposition de la résistance qui est bien plus adéquate pour stimuler, vraiment maximiser la sollicitation du quadriceps. Si on se dit le squat, c'est le plus efficace, on va se dire, bon, bah, à partir d'un moment, tu fais 10 séries, c'est bien. Si tu arrives à faire 15, c'est mieux. Donc ça, c'est un peu le postulat de base caricatural. Et en fait, peut-être que faire 7 séries d'un exercice qui stimule encore mieux le quadriceps, ce sera mieux que de faire 15 séries de squat. Pourquoi? Parce que le squat ne stimule qu'à hauteur de tant de pourcents par rapport à toute la difficulté de l'exercice nécessaire. Les quadriceps, il y a une autre partie, bien sûr, qui est liée avec la posture, avec les érecteurs du rachis, avec les extenseurs de hanches, avec les adducteurs, enfin bref, il y a énormément d'autres choses qui sont stimulées par le squat et c'est bien, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais du coup, ça c'est aussi quelque chose, je pense, qui a été remis en question un peu plus récemment et grâce à Internet, pour ainsi dire, des perspectives différentes qui suggèrent que quelquefois le fait de mieux cibler quelque chose peut diminuer la quantité de volume un peu junk comme ça qu'on pourrait avoir sur quelque chose et se dire bon bah voilà, c'est pas parce que tu as mal au dos ou mal au biceps que tu peux pas prendre des quadriceps. Pose-toi sur ta leg extension, fais ton sissy squat et puis c'est pas grave si tu as mal au dos, tu auras zéro charge sur ton bas du dos pendant ton sissy squat. Par contre tes quadriceps, il y a aucune feinte possible. Et du coup, on se retrouve avec une perspective un peu différente qui suggère que avant de juste faire plus pour faire plus, bah il vaut mieux faire bien et ensuite faire le plus possible de quelque chose qui est vraiment optimal. Donc voilà, on change quelque part, moi j'aime bien dire ça comme ça, on change le tarif horaire. Si on squatte et puis que je dis n'importe quoi, on gagne 20 € de l'heure, bon, soit. Comment est-ce qu'on fait pour gagner 200 €? Il faut faire 10 heures. Très bien. Maintenant, si on change de tarif horaire et que notre exercice nous rapporte 100 € de l'heure, comment on gagne 200 €? Tu fais 2 heures et c'est réglé. Donc, on a changé l'efficacité pour chaque moment passé au fitness. Chaque moment passé en salle de musculation. Et si on s'arrange pour que biomécaniquement, avec des calculs très précis et pourtant pas très compliqués, qu'on oppose vraiment bien la direction de la résistance à la direction dans laquelle tirent les fibres par rapport au levier qui est celui sur lequel on met une charge, eh bien on peut changer en fait ce paradigme un petit peu dogmatique qui est que voilà, pour faire de la muscu et prendre du poids, avant tout tu prends des gros exercices de base et t'en fais plus. Ça marche, ok.
est-ce que tu peux faire ça avec un meilleur tarif horaire, dit autrement? Est-ce que tu peux bosser un petit peu moins pour les mêmes résultats, voire même bosser autant pour des meilleurs résultats? Et probablement que oui. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, a un peu changé, en tout cas dans, on va dire, mon entourage, pour pas dire, parce que finalement, quand on dit dans le monde, c'est toujours notre perception du monde. Donc, je préfère affirmer mon propre biais. Je sais que c'est dans le monde autour de moi et de ce que je comprends de la science autour de ça que je pense que ça a un peu évolué, ouais. J'en profite pour passer le bonjour à Didier Reyes, évidemment, qui est passé dans ce podcast il y a quelques semaines, épisode 40 et quelques. Je sais jamais les numéros des épisodes à chaque fois que j'essaie génial, okay. de l'autopromotion sur mes propres épisodes. Je suis toujours dans l'obligation de dire je ne sais plus quel numéro d'épisode c'était, mais en tout cas, au moment où les auditeurs écouteront cet épisode-là, avec toi, avec nous, avec Will, ça sera quelques semaines auparavant, qui pourront retrouver le prophète de la préparation physique. Et pour savoir pourquoi j'ai appelé cet épisode comme ça, écoutez l'épisode et vous rigolerez. Ou pas. Si vous rigolerez, j'en suis sûr, vous rigolerez. Bon, ok, c'est intéressant ça, cette histoire de taux horaire et puis de la façon d'optimiser son entraînement pour en faire moins mais mieux, et en même temps changer un peu le dogme qui était de la série entre 8-12. Qui est efficace, comme tu l'as dit, hein, mais, oui. Mais en fait, oui, voilà, c'est intéressant de se demander pourquoi 8-12 et de remettre tout ça en perspective. Et puis alors, bon, une autre question, évidemment, sur les améliorations qu'il y a eu sur ces 10 dernières années, ou en tout cas les grandes découvertes, mais cette fois-ci, plus du côté de la perte de poids, perte de gras, sèche. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qu'on a découvert? Est-ce qu'on peut faire mieux que diminuer son apport calorique quotidien pour perdre du poids progressivement? Est-ce qu'on a trouvé mieux que ça? Oh oui, alors carrément. Super. Alors écoute, dans l'ordre, moi j'aime bien parler déjà peut-être des gros principes et des problèmes qui sont associés aux gros principes dans notre manière de les transmettre. Je vais caricaturer un petit peu, mais grossièrement, on comprend bien que notre corps a une forme d'équilibre et qu'il va le dépenser une certaine quantité d'énergie. Il y a différents systèmes qui utilisent plus ou moins d'énergie. Le cerveau va utiliser une quantité colossale d'énergie. Notre orteil droit un petit peu moins. Enfin, c'est pour caricaturer, c'est pour dire on a globalement plein de compartiments qui utilisent une plus ou moins grande quantité d'énergie. Et si on divise ça en gros compartiments, on va dire ça comme ça, on a la masse grasse qui, par quantité de masse, ne dépense pas beaucoup d'énergie. On a la masse musculaire qui dépense un peu plus d'énergie, c'était sûr. Et on a la masse maigre non musculaire, on va dire ça comme ça, qui dépense vraiment beaucoup. Donc en gros, ce qui dépense le plus d'énergie, c'est un peu surprenant peut-être, c'est cerveau, foie, rein, etc. Ce sont ces parties vitales qui dépensent énormément d'énergie, même sans qu'on s'en rende les organes vitaux, exactement, sans qu'on s'en rende compte en fait. Donc il y a cette chose-là déjà à prendre en compte. Alors si ensuite on se dit bon, on cherche à perdre du poids et globalement, on sait que si on manque un petit peu d'énergie dans l'équation, la fameuse calories in versus calories out, les calories entrantes contre les calories sortantes, c'est toujours un petit peu un truc délicat à expliquer aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais globalement, dans le compte bancaire, à la fin du mois, on est dans le rouge et comme on a dû tirer l'argent quelque part, ça vient de notre propre corps et ça peut venir de la graisse, bien sûr, mais ça peut venir de la graisse et du muscle. Ou ça peut venir dans des cas malheureux, quasiment que de masse maigre. Pour donner un cas et l'illustrer directement, ça pourrait être quelqu'un qui est extrêmement stressé, qui a dormi 4 heures par nuit pendant cette dernière semaine et qui en plus de ça mange même pas un demi-gramme par kilo de protéines. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine à conserver son tissu musculaire pendant le déficit calorique. Et donc là, bien sûr, la personne peut fondre littéralement avec du tissu qui est précieux, la masse maigre, la masse non grasse. Donc pour prendre un meilleur exemple et faire tout de suite le contre-coup, on peut dire, si quelqu'un dans une perte de poids consomme déjà suffisamment de protéines, pour donner un ordre de grandeur, dès le moment qu'on se rapproche de 1,5 fois son poids en grammes de protéines, on est déjà très très bien. Bien sûr, il y a des suggestions à la hausse, il y a des personnes qui disent à partir d'1,2 c'est déjà largement suffisant. Ça va dépendre du déficit calorique et plein de choses. Pour donner un message simple, on va dire prenez votre poids, faites fois 1,5 et en plus de ça, vous allez vous entraîner 3 fois par semaine en musculation. Vous allez déjà mettre quasiment toutes les chances de votre côté pour garder la masse maigre, la masse musculaire tout particulièrement. Et si en plus de ça, vous êtes bon pour gérer le stress, je sais pas, vous êtes bon en méditation ou globalement vous arrivez à rester zen, très bien, profitez, c'est le bon moment pour essayer de gérer ça. Et si en plus de ça, vous arrivez à dormir normalement, on est déjà très bien parti. Et maintenant, pour répondre à ta question, ça c'est un petit peu la base qui est déjà connue depuis un bon petit moment.
comment est-ce qu'on fait quelque part pour être le plus efficace possible? Et là, ça fait un petit moment déjà lors du premier livre que j'ai pu publier, je mentionnais certaines choses au niveau du débit maximal de graisse par quantité de tissu. En français, ça veut dire qu'on a tous plus ou moins de graisse à disposition. Et pour donner un exemple assez concret, chaque kilo de graisse peut mobiliser par jour à peu près 55 calories. Donc, pour donner un exemple très concret, quelqu'un qui a 10 kilos de graisse corporelle pourrait perdre 550 calories qui viendraient que de la graisse par jour. Donc, pour donner un exemple à nouveau, cette fois-ci calorique, quelqu'un qui mange 2000 calories et qui en maintient à 2000 calories puis qui a 10 kilos de graisse corporelle. Cette personne pourrait se mettre, par exemple, à 1450 calories et a priori perdre que de la graisse. Mais donc, la question qui suit, c'est qu'est-ce qui se passe si du coup elle mange que 1000 calories? Ça veut dire que les autres calories qu'elle n'a pas mangées vont venir d'ailleurs. Et ce ailleurs, c'est la masse maigre. Et donc, on va commencer à piocher dans le muscle dès le moment que, quelque part, on a trop ouvert le robinet par rapport à sa capacité de lâcher que de la graisse. On a été obligé d'ouvrir un deuxième robinet pour relâcher de l'énergie depuis la masse maigre. Et donc là, c'est des données qu'on a qui sont... Voilà, ça fait partie de ce que je te mentionnais tout à l'heure comme étant des espèces de spéculations un peu arrangées, où on a des études du Minnesota Semi-Starvation Study dans les années 1950 avec Ancel Keys, qui a littéralement fait affamer une population assez impressionnante. Et ils ont eu des données physiologiques extrêmement poussées. Ce serait jamais accepté par le comité d'éthique aujourd'hui. Mais globalement, l'idée, c'était vous devez perdre 1% de votre poids par semaine. C'est pas le cas, on vous donne moins à manger. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de... Sacrifié pour la science. À peu près, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, dans une période d'après-guerre, c'est un moment bizarre où il y avait plusieurs prétextes qui étaient possibles pour étudier de manière un petit peu bourrin. Et puis, ça fait partie de ces études-là. Et du coup, à partir de là, on a pu plus ou moins calculer combien de graisse on pouvait relâcher, sachant que les gens étaient vraiment en famine provoquée pendant tant de temps. Donc, c'est extraordinaire d'un point de vue scientifique si on pense pas trop à ces pauvres messieurs. Mais attends, voilà. Ça, tu sais que ce genre d'études, ce genre de choses, on le retrouve sur une chaîne de la télévision française hyper connue, c'est Koh-Lanta. Ah oui. On met des mecs dans une situation où on leur file rien à bouffer. Tu vois, non ? Après, sans vouloir me poser trop de problèmes, dans le monde de la télé, on se demande ce qui est vraiment correct et ce qui ne l'est pas, parce que il faut que ça passe bien à la télé, il faut qu'ils aient l'impression peut-être d'être mal. Je dis pas ça contre les gens qui ont fait Koh-Lanta, j'en connais aucun en l'occurrence, et puis je les... Certains ont des pertes de poids extraordinaires. Mais alors oui, là je ne suis pas Koh-Lanta, mais j'ai vu quelques-uns, c'était fou. Et alors excuse-moi, je t'ai coupé pour le coup, mais non, t'inquiète. Qu'est-ce que t'as vu comme perte de poids? Genre c'était plusieurs dizaines de kilos carrément ou... Non, là, je n'ai pas un truc en tête particulier, mais je me souviens, c'était plus jeune quand je regardais, parce que Koh-Lanta, ça existe depuis un bon paquet d'années, et je me souviens qu'entre le début où ils rentraient, puis tu sais, à la limite, c'était souvent à la fin, lorsqu'il y avait une espèce de débrief final, tu les voyais au début de leur aventure, et comparativement, tu dis, putain, c'est vrai, ils ont perdu énormément de poids. Donc, je pense à ça, en fait, une restriction calorique assez abrupte, assez conséquente, et qui fait qu'ils perdaient du poids. Alors, est-ce que ça rejoint les conclusions de l'étude que toi, tu avais vue, qui était que quand on les affame, finalement, il y a une limite, il n'y a pas de limite? Ça donne quoi? Alors, ce qui est sûr, pour d'abord rentrer dans quelque chose de malheureux, mais de très clair, les gens, par exemple, au camp d'Auschwitz, n'ont pas fait semblant de mourir de famine. À un moment, on n'a pas assez à manger, on n'a pas assez à manger. On se met pas en mode famine, on dépense moins zéro énergie. Ça fonctionne pas comme ça. Mais il y a des adaptations métaboliques. Et les adaptations métaboliques sont très connues et sont attendues et peuvent être calculées. Et grossièrement, c'est pas des calculs très compliqués. On pourrait se dire, OK, quelqu'un qui fait 100 kilos, qui dépense 3000 calories, si on fait un calcul tout simple, on divise le nombre de calories par le poids, 100 kilos par 100 kilos par 3000 calories, donc 3000 calories divisé par 100, ça va donner 30 kilocalories par kilo. Donc un homme de 100 kilos qui mange 3000 calories, c'est comme une femme de 50 kilos qui mange 1500 calories. Elle fait la moitié du poids, elle mange la moitié des calories. C'est pareil, c'est le même rapport. Les deux mangent 30 kilocalories par kilo. Ce petit truc tout simple, juste une division finalement, ça permet de déjà estimer quelque chose. On se dit, quelqu'un qui mange 3000 calories quand il fait 100 kilos, il devrait manger 2700 calories quand il fait 90. Bon voilà, il mange toujours 30 calories par kilo. Donc c'est une manière d'anticiper un petit peu les adaptations métaboliques. C'est pas, il est passé en mode famine pour ainsi dire, parce qu'il mange 2700 calories pour maintenir son poids alors qu'il fait 10 kilos de moins. C'est juste que tout le monde sait que si on a 10 kilos de moins à porter, on dépense moins d'énergie. Vous faites une fois une randonnée en montagne, vous laissez un sac de 10 kilos en bas, et une fois vous le prenez, vous comprenez que vous dépensez plus de calories quand vous êtes un petit peu plus lourd. Ça, c'est rien de surprenant. Donc ça, c'est la partie
adaptation métabolique parfaitement attendue. La partie dommage métabolique, et j'insiste parce que ce terme est un petit peu controversé, mais c'est-à-dire voir que la personne diminue son métabolisme plus que ce qui est attendu par les calculs. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas irréversible, dans le sens où après cette période de famine, et par exemple dans le cas des études comme le Minnesota, c'est vraiment une période de famine. Il n'y a pas de... voilà, c'est une famine scientifiquement mise en place, ok, mais c'est vraiment une famine, il n'y a pas de doute là-dessus. Les personnes, quand elles ont recommencé à manger, ont vu leur taux métabolique monter à nouveau. Et il y a des données plus récentes là-dessus, qui sont des analyses du docteur Kevin Hall sur The Biggest Loser. The Biggest Loser, c'est déjà des données que j'ai mis en avant il y a quelques années dans mon premier livre, Les secrets de la sèche, justement, pour dire que il y avait des manières de calculer ça. Effectivement, on pouvait pas dire que quelqu'un qui avait de la peine à perdre du poids avait un métabolisme à 0. Il y a toujours quelques centaines de calories et très rarement moins de 1 millier de calories de dépenses sur la journée, même chez des personnes qui ont très peu de masse musculaire, qui sont en sévère hypothyroïdie. On comprend des cas un peu atypiques quand même, en tout cas assez poussés. Les personnes dépensent toujours une certaine quantité de calories de base. On pourrait dire c'est un peu comme le moteur qui reste allumé, quoi. Excuse-moi. Il faut bien vivre. Non, je dis il faut bien vivre. C'est le fonctionnement du corps à son minimum, quoi. Oh non, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le fonctionnement basal, mais c'est pas que ça, parce que on pourrait dire dans le fonctionnement du métabolisme basal, il y a différentes choses qui peuvent être plus ou moins actives. Par exemple, en dessous de certains seuils, et là pareil, ça fait probablement plus de 2-3 ans que j'en parle déjà de ce côté-là. Je pense que les gens en parlent depuis bien plus longtemps, vu que les études sont déjà dans les années 2000, 2003, 2005 par là, mais l'étude que j'ai en tête, c'est de 2011, c'est de Anne Lux, qui parle de la disponibilité en énergie chez les athlètes, et on se rend compte que des athlètes qui n'ont pas assez d'énergie disponible une fois qu'ils enlèvent les calories dépensées pour le sport, parce que pour être clair, vous dépensez 200 calories pour aller courir, ces 200 calories de la course, elles sont plus disponibles pour votre cœur, pour votre foie, pour votre cerveau. C'est utilisé pour un effort mécanique. Elles sont plus là. Elles sont perdues, pour ainsi dire. C'est pas grave, c'est bien, ça permet de pas avoir d'excès calorique, ok. Mais elles ne sont plus disponibles pour le corps. Et il y a cette idée de seuil, avec le premier seuil, qui est de 30 kilocalories par kilo de masse maigre. Pour ceux qui veulent s'amuser à calculer, il y a une vidéo que j'ai fait en français là-dessus, vous trouvez assez facilement si jamais, avec le calcul et tout. Et l'idée, c'est que en dessous de ça, on peut avoir des trucs qui sont vraiment pas cool, genre plus de risque d'aménorrhée, plus de risque de fracture, de fatigue, plus de risque d'avoir de la peine à cicatriser, toutes ces choses qu'on va retrouver en fait dans n'importe quoi qu'on appelle un déficit calorique chronique, mais qui peut se traduire aussi par des équivalences d'hypothyroïdie subclinique ou ce genre de choses. Donc pas forcément diagnostiqué avec une TSH au-dessus de temps, mais avec des symptômes vraiment qui pourraient être qualifiés d'une hypothyroïdie subclinique. Et globalement, le corps fait des concessions. Il y a une certaine quantité de trucs à disposition, un peu comme un manager qui va payer ses employés. À un moment, s'il y a une période un peu comme maintenant, ça va parler à beaucoup de monde, délicate pour la plupart des gens d'un point de vue financier, on va faire des concessions. Puis il va peut-être garder les 3 meilleurs employés sur les 5. C'est malheureux, mais on laisse ça de côté juste pour l'exemple. Et on se dit, c'est normal, il va surtout faire fonctionner le cerveau, le cœur, les reins et puis le foie. Ok, et puis le reste, la libido, on va diminuer un peu. La pousse des cheveux, rien à foutre aussi. Toutes ces genres de choses. Et en fait, du coup, la perte de poids peut être liée aussi avec une plus ou moins grande disponibilité en énergie et ou en glucose. Et le fait de garder suffisamment de glucose à disposition pour que le corps continue de tourner, c'est une manière de dire au corps, ça va, on manque d'énergie, ok, globalement, des choses qu'on peut pas feinter, mais il y a quand même assez pour que ça tourne. Il y a quand même assez pour convertir la T4 en T3, l'hormone thyroïdienne active. Il y a quand même assez pour que notre cerveau ait 120 grammes de glucose par jour, à peu près 5 grammes de glucose par heure. Il y a quand même assez pour que, on se sente relativement bien et qu'on plie pas de la gueule sous ses toasts toute la journée. Il y a quand même assez pour que, je caricature un peu, mais on a toutes ces choses qu'on peut mettre en place, et probablement le fait que régulièrement, on hausse un petit peu les calories sous forme de paliers de pause. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Une étude qui a trouvé un nom un peu sexy comme ça pour retenir facilement, qui s'appelle la Matador Study, qui se trouve sur PubMed. C'est une étude qui suggère simplement de faire des pauses régulièrement, et que les personnes qui ont fait des pauses arrivaient en fait à mitiger les adaptations métaboliques en faisant régulièrement des pauses, alors qu'au final, ils arrivaient à perdre tout autant de poids. Donc ça c'est un domaine un peu plus récent, on va dire. Quand tu parles de pause, est-ce que c'est remonter un tout petit peu les calories, ou alors c'est rester, c'est ne pas descendre? Est-ce qu'on se met sur un plateau ou on remonte un petit peu? Alors, c'est l'idée de remonter les calories de sorte à maintenir le poids, mais pas en reprendre. Donc, si tu imagines qu'on prend le calcul avec les termes qu'on utilise généralement pour la perte de poids, on parle de pourcentage de changement de poids par semaine. Exemple très simple, on fait 100 kilos, on perd 1% du poids, on est à 99 kilos, moins 1 kilo.
Si on perd 2% du poids, on perd 2 kilos. Voilà, on prend l'exemple de quelqu'un de 50 kilos qui perd du poids. À 1% du poids par semaine, elle va perdre 500 grammes. Si ensuite, le but de faire une pause, c'est de ne pas perdre de poids, elle va avoir 0% de changement de poids pendant cette semaine. Et donc, typiquement, ce qu'on pourrait dire, c'est le modèle de l'étude est le suivant, c'est 2 semaines, par exemple, avec une perte de poids et 2 semaines avec 0% de changement de poids pour ensuite repartir. 2 semaines de nouveau de perte de poids. Donc, les calories sont remontées, mais uniquement dans une optique de ne pas perdre plus de poids sans pour autant en reprendre. Donc, c'est une pause, pas dans le sens... Oui, c'est pas le yo-yo. C'est une sorte de... On évite le yo-yo avec, en fait, une descente par palier, quoi. Et alors ça, c'est plus pour le côté psychologique. C'est pour le côté métabolique, mais c'est aussi le côté psychologique. Alors, c'est du bien, ça, même de remanger un peu. Oui, alors carrément. Moi, je suis le dernier à convaincre pour ça. Mais l'idée, c'est que le déficit calorique est en général facile pour quasiment personne. C'est-à-dire avoir moins d'énergie à disposition que ce dont le corps a besoin, c'est pas cool, quoi. Ça peut être de 200 calories, ça peut être de 800. Globalement, c'est pas cool. Au bout d'un moment, le corps nous dit, écoute, Coco, ce serait bien de manger un peu, quoi. Par définition, c'est ça. On va contre le phénomène de survie qui fait qu'on va avoir du stockage pour survivre, et puis nous, on enlève ce stockage, dans un sens. Alors ouais, sans aller peut-être aussi loin que certains qui justement vont dire à un moment, il y a un mode famine et puis on dépense vraiment plus de calories, parce que ça, c'est faux, mais il y a vraiment des adaptations métaboliques, et là, c'est juste pour mettre un peu de contexte, et là, du coup, le corps, comme il aime pas ça, spécialement quand il n'y a pas assez de glucose à disposition, le fait de tourner en oxydation de lipides de manière augmentée et exagérée, c'est un état pathologique. Oxyder trop de lipides par rapport à notre capacité à oxyder du glucose de manière préférentielle, c'est ce qu'on appelle une diminution de la metabolic flexibility, la capacité à passer d'un substrat à un autre. Passer du glucose à l'oxydation des lipides, c'est quasiment jamais un problème. Alors, je vais peut-être reformuler pour ceux qui vont se perdre un petit peu sur ça. Désolé, je m'emballe. Quand tu dis servir de l'oxydation des lipides pour fournir de l'énergie, enfin, on est d'accord pour dire que on tire l'énergie des lipides, comparativement, on tire l'énergie des glucides. Voilà. C'est bien ça. C'est sûr que je comprends. Non, c'est parfait. Concrètement, quand on se dit, voilà, est-ce que on a de l'énergie à disposition pour faire notre tâche de tous les jours, le glycogène hépatique, donc le sucre dans le foie, stocké dans le foie, c'est un petit peu notre compte courant. C'est un peu, on va payer quelque chose et puis on a de l'argent dans notre banque, le compte courant, on paye et puis globalement, on se dit pas, mince, j'ai plus d'argent sur mon compte courant, attendez, je vais juste faire un transfert de mon compte d'épargne au compte courant et c'est un peu compliqué. Donc le compte courant, c'est votre glycogène hépatique, pour faire simple. Et quand le corps a assez de glycogène hépatique, tout va bien. C'est les pâtes, c'est le riz, c'est les patates, c'est les fruits. Exactement. Voilà. C'est même, dans certains cas, on pourrait même dire que c'est du sucre. Rajouter 5 grammes de sucre dans votre café, c'est aussi des glucides. Et puis, donc voilà, globalement, c'est soit des polymères de glucose sous forme d'amidon, soit c'est du sucre au sens strict du terme, un mélange glucose et ça, c'est notre code courant, ça. Voilà. Et puis, donc en fait, si on se dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont problématiques vraiment dans le fait de ne pas avoir assez de glucose pendant assez de temps, on pourrait se dire que globalement, on va se sentir encore moins bien avec ça, mais pas forcément. Je donne un contre-exemple que j'aime bien donner, c'est si on tourne pas mal au fameux relais hormonal. Donc, à un bout d'un moment, quand on mobilise une certaine quantité de graisse en grande quantité, on a besoin des catécholamines, l'adrénaline notamment, pour mobiliser la graisse de notre tissu adipeux pour ensuite pouvoir l'utiliser. Donc, en gros, quelque part, on doit d'abord ouvrir notre compte d'épargne, qui est la graisse, avant de pouvoir retirer l'argent. Donc, cette étape-là, c'est une étape nécessaire aussi dans le corps, pour visualiser un petit peu. Et donc, du coup, on peut se dire que quand on tourne un petit peu trop longtemps avec ça, les temps sont durs, quoi. Quand régulièrement on se dit purée, d'habitude je paye tout tranquille avec mon compte courant, puis là ça fait 5 paiements de suite, je suis obligé d'aller chercher dans mon compte d'épargne. On se dit nous-mêmes intuitivement que c'est pas la meilleure période de notre vie. Le corps c'est pareil, il a ce type de sentiment, on pourrait dire ça comme ça. Je sais pas si on peut dire sentiment, mais vous me pardonnerez si jamais pour le terme utilisé, mais globalement, quand ça va, il y a assez de glucose à disposition. Quand ça va, il y a assez de glucose à disposition qui peut être utilisé jusqu'au bout, c'est-à-dire avec comme accepteur final, je traduis tout de suite, accepteur final d'électrons, l'oxygène. Donc, on passe par la phosphorylation oxydative du glucose. On est capable de créer du glucose en passant par la voie aérobie avec l'oxygène. Et on n'est pas, par exemple, dans une situation qui pose pas du tout de problème, on pique un sprint et puis voilà, on a dû sprinter quelques dizaines de secondes et on a notre lactatémie qui augmente et c'est normal parce que ponctuellement on a eu besoin de faire beaucoup d'ATP, beaucoup d'énergie et puis on pouvait pas juste respirer tranquillement en mode on est sur un canapé et puis on n'a pas de souci de ce côté-là. Donc pour caricaturer, l'idée c'est de pouvoir la plupart du temps, sur notre journée, utiliser le glucose de manière oxydative. Et ça, c'est quelque chose qui se renforce très, très bien comme mode de production d'énergie, on va dire, efficace, avec un stress oxydatif minimal, comparé à quelqu'un, par exemple, qui oxyderait beaucoup de graisse, notamment de graisses hautement instables, comme des graisses hautement insaturées.
Quelqu'un qui, par exemple, a mangé des fast-food un peu toute sa vie, puis qui a décidé de manger des frites baignées dans l'huile de colza. Bon, certains vont parler d'oméga 3. Moi, je suis pas tout à fait convaincu que ce soit le truc le plus intéressant dans les frites. Mais du coup, la personne va prendre un peu cher au moment où elle va relâcher ses graisses et essayer de les utiliser comme énergie. Et là, le corps va vraiment remarquer que, OK, c'est pas top. Il y a pas mal de choses pas nickel qui se passent. Et là, tu parlais de vitamine E au début du podcast, quelqu'un qui oxyde beaucoup de graisse hautement insaturée et quelqu'un qui aura besoin de plus de vitamine E, le fameux antioxydant notamment, probablement de vitamine C aussi. Et quelqu'un qui fume en plus, ce sera encore pire. Mais pour faire simple, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des personnes qui aiment bien perdre du poids vite quelque part parce que ça coupe la sensation de faim. Quelqu'un sous adrénaline, l'adrénaline, ça fait partie de ce relais hormonal, ce qui est censé nous donner un petit coup de pied aux fesses comme ça pour être bien focus. On n'a pas faim quand on est sous adrénaline. Donc quelqu'un qui jeûne, par exemple, qui dit je me sens bien, je suis focus, j'ai pas faim, c'est totalement normal. Le mode que le corps est en train d'utiliser à ce moment-là, c'est un mode qui est lié à un état d'activation important qu'on appelle le système sympathique, le fameux fight or flight. C'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais globalement, on n'est pas en mode rest and digest, on n'est pas en mode repos et digestion. Donc quelqu'un de stressé et en manque de disponibilité d'énergie et qui a une grande sécrétion de catécholamine, adrénaline y compris, va pas avoir faim. C'est pas le moment. Parce que c'est l'équivalent d'un point de vue physiologique à un lion qui nous court dessus. Il faut se barrer, là. C'est pas le moment de digérer tranquille sur le divan, quoi. Donc, le corps peut apprécier le fait de manger beaucoup moins d'un coup pour arriver plus vite à l'objectif. Par exemple, quelqu'un qui se dit, OK, moi j'ai 10 kilos à perdre, on va pas par quatre chemins, on y va. Sport, machin, je mange juste de la salade et du poulet s'il faut, j'assume le truc, je suis en gros déficit calorique. Une fois que j'arrive à ça, ensuite je me mets à faire des trucs bonne santé, etc. Mais avant tout, je veux perdre mes 10 kilos. Il y a des gens comme ça. Moi, c'est pas quelque chose que je préconise, mais c'est quelque chose que je comprends très bien. Quelqu'un qui veut d'abord arriver à une certaine étape, et ensuite j'ai perdu ces 10 kilos qui me dérangent et qui font que je me sens mal dans ma peau, en espérant que la personne se sentira mieux dans sa peau après si c'est ce qu'elle pense, parce que c'est son objectif, c'est elle qui choisit. Ça peut être une solution, mais c'est pas quelque chose que moi je préconiserais parce que dans ma compréhension actuelle, le fait de donner assez d'énergie à la totalité de notre corps, c'est une manière de lui dire tout va bien, tu peux continuer d'activer les systèmes qui sont importants, tu vas pas risquer de tomber malade 3 fois plus facilement parce que tu es en déficit calorique avec en gros un gros manque de disponibilité en énergie. On sait que le cortisol a un effet important sur la glande thymus qui est responsable de la fabrication des lymphocytes T qui fait partie du système immunitaire, c'est pas le seul truc mais voilà. Donc en gros quand on se mange nous-mêmes, mais notamment certaines parties de masse maigre avec une exposition chronique au cortisol, ce qui arrive dans des démarches assez poussées quand même au niveau de la perte de poids, on peut garder une certaine quantité de masse musculaire, mais quand même être pas en bonne santé. Donc voilà, pour te donner un peu le résumé de ce que je comprends maintenant, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que juste dire à quelqu'un t'es gros, tu manges trop et culpabilise. Haha. Je caricature, mais malheureusement certains ont ce type de discours autoritaire. Oui, quelque part, il s'agit de créer un décalage énergétique. Mais l'idée, c'est de pouvoir aider les personnes à l'obtenir. Et pour aider les personnes à l'obtenir, il faut regarder ce qu'elles peuvent faire pour augmenter leurs dépenses énergétiques. Et un des trucs qui est intéressant, c'est de ne pas empiéter sur la fonction thyroïdienne. C'est pas le seul truc. Il y a l'activité physique, il y a globalement le choix des aliments, il y a le mode de vie, il y a plein de choses, c'est certain. Mais un des premiers trucs auxquels on peut penser, qui est quelque part la manière de rester en bonne santé facilement, sans trop d'efforts, c'est ne pas empiéter sur la fonction thyroïdienne. Parce que perdre du poids, c'est bien. C'est une chose. Mais si ça se fait au détriment de la santé et que la santé n'est pas récupérée par la suite parce que la personne n'est pas suffisamment bien encadrée, à mon avis, ça peut poser des problèmes aussi. Donc c'est pas juste plus on perd du poids facilement, mieux c'est, plus on a perdu de kilos, mieux c'est, et puis plus on est maigre, plus on est en bonne santé. Il y a des personnes qui sont maigres avec la maladie du foie gras non alcoolique, le non-alcoolic fatty liver disease, alors que les personnes sont pas plus grosses que toi et moi, tu vois. Ok, si je me tente un petit résumé très simple, je vais essayer de simplifier, j'espère je ne vais pas faire d'erreur, mais donc on est d'accord pour perdre du gras, parce que les gens ils veulent pas perdre du muscle, ils veulent perdre du gras, même quelqu'un qui fait pas de musculation, tu dis tu veux perdre du gras, oui tu veux perdre du muscle, non. Donc en fait ça serait on est d'accord d'avoir un apport calorique qui est inférieur à nos dépenses. Ça c'est juste, je veux dire, ça peut pas être remis en question, j'imagine, mais que ce déficit calorique ne soit pas trop important pour justement pas rentrer dans toutes ces considérations, toutes ces problématiques qu'on peut avoir. C'est avoir quelque chose qui est au long terme, régulier, un déficit progressif également, et en faisant des petits plateaux. Alors, c'est bien résumé, mais je peux pas te laisser finir sur cette conclusion parce qu'il y a quelque chose que je dois rajouter. Mais tu as bien résumé par rapport à ce que j'ai dit.
Donc, je dois quand même rajouter un truc qui est important, c'est que il n'y a pas plus important que ces deux critères. Le premier que tu as résumé très très bien, c'est il faut d'une certaine manière induire un déficit calorique. Mais le deuxième critère, c'est l'adhésion, c'est la capacité de le tenir sur une certaine durée. Et comme on revient à la base, le déficit calorique, c'est quelque chose qui est pas apprécié par grand monde. Je connais pas grand monde qui me dit que voilà, ils sont contents d'être en déficit calorique. Peut-être quelques extrêmes en compétition qui aiment bien voir leur shape évoluer, les abdos se dessiner, etc. Ça, c'est autre chose. Mais ça veut pas forcément dire qu'ils apprécient le fait de se dire j'ai fini de manger, j'ai encore faim, je fais quoi? Bah t'attends, désolé. Et du coup, cette étape-là, si on se dit qu'elle accélère et que ponctuellement, même si voilà certaines choses vont pas directement dans la direction de la santé à court terme, un gros déficit calorique qui permettrait quand même de garder une certaine masse musculaire, c'est pas quelque chose qui face auquel je m'oppose drastiquement. C'est pas quelque chose qui correspond à ma philosophie, mais moi, on s'en fiche de ma philosophie. Ce qui compte, c'est les résultats de la personne, tu vois. Donc, si quelqu'un décide de perdre du poids plus vite, décide de mettre cette stratégie en place et arrive quand même à conserver sa masse maigre, et c'est ça qui lui permet d'être en bonne santé au final parce que elle va changer d'autres choses dans sa vie, moi, je suis ravi pour cette personne et probablement que ça va fonctionner pour elle. Donc, l'idée, c'est pas juste de se dire, dès le moment qu'on dépasse 54 kilocalories de déficit, on va avoir des adaptations et puis on va empiéter sur sa santé parce qu'on peut perdre du poids plus vite. Et pour rappel, le deuxième critère le plus important doit soutenir le premier. Comment est-ce qu'on reste en déficit calorique? Il faut rester motivé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Là, je pense à un collègue qui a sorti carrément une formation sur la perte de graisse qui est très bien faite et qui présente je vais absolument rien spoiler de son côté. Il s'appelle Vassilis Iliopoulos. Il a fait un super travail de recherche là-dessus. Il rappelle vraiment ce point-là bien mieux que moi. C'est que des fois, une perte de graisse rapide, ça motive. Point. Et si ça motive la personne et ça l'aide à atteindre son objectif, c'est magnifique. Parce que critère numéro 1, il faut le déficit calorique. Critère numéro 2, il faut que la personne suive. Et en plus, c'est pas forcément lié à une reprise de poids. Donc ça dépend aussi. Si quelqu'un perd assez de poids pour rester motivé, être satisfaite et adopter des stratégies qui permettent de maintenir le poids perdu, c'est génial. Si une personne perd du poids super vite et a son 15e yo-yo avec un régime qui est comment perdre le gras du ventre sur Google et puis quand elle n'a pas réussi le premier régime, elle tape sur le deuxième, cette personne va faire le yo-yo, elle va rien comprendre, elle va rien apprendre, mais ça n'a rien à voir avec la démarche. Si quelqu'un apprend, comprend et applique un déficit calorique important et au final se retrouve plus vite en bas, et est contente de ça, je pense que c'est un excellent outil. Et puis ça, Vassilis, si jamais on parle très très bien dans sa formation. Mais c'est pour ça que je pouvais pas te laisser en gros finir juste là-dessus. Moi, je dirais clairement, c'est plus ma philosophie. Mais peu importe, parce que moi, je fais pas 130 kilos, tu vois. Si j'accompagne quelqu'un qui fait 130 kilos, avant tout et surtout, l'idée, c'est que je sois clairement à la place de la personne, empathique, capable de comprendre la personne, savoir ce qui la motive et ensuite appliquer la stratégie adéquate pour qu'elle perde du poids. Et probablement que cette personne va pas apprécier le fait de dire on perd 300 grammes par semaine et on se revoit dans 3 ans. Non, et ça semble quand même assez logique que ce soit pas le cas. C'est vrai que moi j'avais en tête quelque chose de beaucoup moins extrême, donc c'est pour ça que j'ai voulu simplifier et je l'avais comme ça en tête, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, effectivement le 300 grammes par semaine ça va être difficile, en fait il y a des grands principes qui sous-tendent donc la perte de gras, la perte de graisse, et il y a quand même un facteur hyper aléatoire et qui est super important, c'est donc le facteur individuel, comme tu dis, c'est où c'est que se trouve la personne, quelle est la psychologie derrière, quel est le truc, et c'est ça, c'est que c'est pas facile, quoi. C'est les grands principes à adapter en fonction d'eux. Après, si vous êtes quelqu'un un peu dans la moyenne qui avait entre 5 et 10 kilos de gras à perdre, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller peut-être trop loin dans la réflexion sur les trucs. Déjà, tout ce qu'on a dit là, ça me semble jouable, quoi. Non, je pense que c'est ça le plus important, c'est que, comme toi d'ailleurs, dans tout ce que tu apprends, finalement, tout ce que tu apprends, tu peux le mettre au service d'une personne que tu coacherais, mais ça veut dire que les informations que tu as en tête, elles sont jamais toutes pertinentes pour une personne. Il y en a plein qui sont intéressantes, mais tu dois choisir lesquelles tu vas partager, tu vas donner pour que ce soit spécifique, en fait. Donc, connaître les principes, c'est important. Savoir ce qui permet d'amener une perte de graisse, c'est important. Être dogmatique et moralisateur, et puis finalement avoir comme seule phrase à dire « Ah, t'es pas en déficit calorique ». On s'en fout, en fait. Pas parce que la personne qui dit ça n'a pas raison. Hein. Bien sûr, c'est vrai qu'une personne qui ne perd pas du poids à un instant T n'est pas en déficit calorique parce que le déficit calorique, quand on le comprend vraiment bien, il induit par définition
une diminution de l'apport énergétique par rapport aux dépenses du moment. Mais ça ne veut pas dire que la personne est capable très facilement de mesurer très précisément sa dépense du moment. Ça ne veut pas dire que la personne est capable de mesurer très précisément ses apports du moment. Est-ce qu'elle compte tous ses calories? Elle se balade avec sa petite balance de bodybuilder pour tout peser à chaque instant et tout. Oui, j'en connais des gens comme ça, mais c'est une extrême minorité. Donc le fait d'être dogmatique à la base, alors qu'on sait qu'une écrasante majorité des gens ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire, on s'en fout complètement. C'est un conseil qui est juste à côté, quoi. C'est moralisateur, c'est culpabilisant, c'est même carrément méchant, je pense, dès le moment qu'on se rend compte de ça. Si on n'en a pas conscience, c'est autre chose. Mais vraiment dire à quelqu'un qui est obèse, ah, mais c'est parce que tu manges trop et t'es paresseux, on s'en fout, ça va absolument pas amener à quelque chose de positif. Le but, c'est quoi? C'est d'aider les gens à changer ou c'est de les moraliser en disant, non seulement je suis le meilleur, mais en plus j'ai la connaissance et puis je suis prêt aussi à t'insulter parce que je pense que ça va t'aider à perdre du poids. C'est totalement ridicule. Donc, voilà, il y a ce côté aussi qui est important à garder en tête, c'est le côté professionnel de la santé, empathie, et le fait de pouvoir avoir un échange humain, en fait, tout simplement. Parce qu'avec les réseaux, on se rappelle bien ce qui se passe. Un réseau social est tout sauf social. On n'est pas en face des personnes, on se connaît même pas, on est déjà capable de s'insulter. Alors que, en fait, dès le moment qu'on prend vraiment quelqu'un en charge et qu'on a vraiment envie de l'aider, il faut connaître les grands principes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être moralisateur avec ça. Très bien, je pense que le message est passé, c'est plutôt clair, c'est intéressant aussi, moi ça m'intéresse beaucoup. Et tout ça, bon, c'est dans le cadre de la physiologie. Alors on a parlé des études, on a parlé de métabolisme, de perte de poids, on reste dans quelque chose de très physiologique, donc je ne sais pas si tu vois où c'est que je veux en venir. Mais il y a quand même ce sport et ce sport, cette activité est rongée, je ne sais pas si on peut dire rongée, mais par le dopage, par les stéroïdes, par des hormones exogènes. Est-ce que à partir du moment où on commence à inclure des hormones exogènes, à savoir la testostérone, puisqu'on les est échecs, dans quelque chose de musculaire? Non, c'est pas ça. On va pas parler des échecs. Les flèches. Non, on va parler des fléchettes et des dames. Exactement. À partir du moment où il y a un apport exogène d'hormones, est-ce que ça remet pas tout en cause? On va pas en parler pendant 30 ans, hein, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup à dire. Mais et peut-être pour faire un parallèle avec ce qu'on disait au début, c'est que y en a qui disent que s'entraîner avec des produits dopants, c'est complètement différent que de s'entraîner sans produits dopants. Sans détailler mon avis, et puis ça n'intéresse pas forcément des gens, mais je pense un tout petit peu qu'il y a du vrai. C'est que je pense pas qu'on s'entraîne exactement pareil quand on a des produits dopants, quand on n'en utilise pas. Pas du tout même. Mais ça remet en cause tout ça. Le métabolisme, là, parce qu'on connaît, hein, je veux dire, on a entendu dans les interviews les mecs qui se font des cures de stéro, ils changent rien de ce qu'ils bouffent de la merde, et puis ils sèchent. Oui, bien sûr. Ce qui fait que ça change complètement le paradigme, ça. Et alors, bon, je vais juste continuer là-dessus. Alors, tu vas me dire si je me trompe. Hein, il me semble que tu as déjà essayé une cure de stéroïdes. Oui, plusieurs. Pendant une année et demie, j'en parle ouvertement, sans problème, si tu me le demandes, pas de souci. Je savais que je l'avais eu plusieurs fois. En général, j'annonce pas les trucs comme ça quand c'est juste des simples suppositions, mais j'ai entendu plusieurs fois. Et si on reste dans ce domaine-là de qu'est-ce que ça change en termes de physiologie, toi, ton expérience, ton feedback, si on regroupe un petit peu tout ça, est-ce que ça fait une telle différence, tu vois? C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Oui, alors, je pense que le premier truc, c'est que on peut pas dire que ça fait pas de différence, mais on peut pas dire que ça supprime tout le travail extraordinaire qui est fait par les plus grands athlètes. Donc, je caricature, mais dire que quelqu'un a un physique mais absolument extraordinaire, harmonieux et arrive en plus sec sur scène avec un posing magnifique et dire ouais, mais bon, de toute façon, il est sous stéro, Non, mais ça, on est d'accord. C'est juste ridicule en fait. C'est un gars frustré qui projette ses propres limitations de gars qui a rien fait de sa vie sur quelqu'un qui est juste un athlète magnifique et puis voilà. Donc, il y a ce premier truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est pas parce que quelque chose change que finalement ils jouent pas tous aux mêmes règles, parce que si tu veux gagner le Tour de France à un moment tu vas pas boire juste de l'eau, quoi. Donc tu vois, c'est pour dire il y a chacun à son niveau et ça ne dévalorise pas l'athlète pour autant, au même titre que, pour donner l'exemple du Tour de France, je dévalorise en aucun cas un athlète qui est passé devant les autres, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est la compétition qui veut ça. Est-ce que la compétition, elle est contre soi-même ou elle est contre d'autres personnes avec des juges qui vont justement juger de tel critère qui est quelque part extérieur à la performance respective de chacun?
Tu vois, donc... Là, je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Et ensuite, absolument d'accord avec toi. Ce qui va me gêner, moi, c'est surtout quand on va dire que c'est exactement la même chose. Tu vois, ça, ce serait faux. Ça peut me gêner un petit peu. Ça, ce serait faux. Dire que vraiment quelqu'un qui prend des produits ou quelqu'un qui ne comprend pas, c'est ridicule. Je donne un exemple très concret. Quelqu'un qui dit, par exemple, là, le jeûne, c'est génial. Et puis, moi, je mange 3 feuilles de salade. Et puis, des fois, je mange même pas 1 gramme de protéines. Et puis, je jeûne 20 heures sur 24. Et puis, regardez le corps que j'ai. Ben, derrière, s'il s'injecte de la testo, clairement, il peut garder un corps magnifique. Il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est juste malhonnête et c'est juste pas cool. Ça peut être lié en plus à un business. C'est à peu près le sommet de la honte en ce qui me concerne. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut et je mentionnerai jamais personne. Mais dans l'idée, le fait de prendre des produits par rapport à ma propre expérience, tout d'abord, comme ça je me moque de personne si ce n'est moi-même à l'époque, c'est impressionnant comme tu abordes la salle différemment. Ton attitude change. Enfin, si tu imagines vraiment juste avant de partir à l'entraînement, tu as, ben voilà, on va utiliser les termes qui fâchent. Tu as fait ton injection et puis tu sens petit à petit que ça arrive selon la vitesse à laquelle le stéroïde que tu as choisi, voilà, va faire effet. Et puis tu arrives en salle, tu as une espèce de pouf, focus, c'est parti, il y a que ça. Toi, la barre, c'est parti, boum. Et tu es plus mâle que mâle parce que tu as des taux de testostérone qui correspondent à je sais pas combien d'hommes concentrés en un seul. Donc forcément, il y a des choses qui se passent aussi d'un point de vue psychologique, on peut l'imaginer. Et évidemment, quand tu arrives avec ça, tu fais ta séance normale, mais tu n'en as pas eu assez, alors que tu as déjà des sensations incroyables et qu'en plus de ça, tu peux faire encore une fois et demie ce que tu aurais fait probablement sans aide, sans forcément changer grand-chose au niveau de l'alimentation. Et maintenant, justement, l'alimentation, ça peut augmenter l'appétit. Donc, si tu es capable de manger plus aussi et que tu fais une prise de masse avec ça, en ce qui me concerne, je suis passé assez rapidement de 75 kilos à 90 en 1 année et demie. Donc voilà, quand en 1 année et demie, quand tu as déjà 7 ans de musculation derrière, tu prends 1 kilo par mois, il y a quelque chose qui va pas. Donc effectivement, on parle de quelque chose de pas naturel, bien sûr. Et donc là, de ce côté-là, les changements ont été impressionnants, mais j'ai pas l'impression pour autant que, tu vois, j'ai pas mérité ce que j'ai fait parce que je me suis pas entraîné ou j'ai pas mangé bien. Mais clairement, jamais j'aurais eu les mêmes résultats. Clairement, je pense que ça change de façon assez impressionnante la manière dont tu vas t'entraîner. Et clairement, je pense pas pouvoir réobtenir, malgré cette histoire de mémoire musculaire, les mêmes résultats que j'ai eu à l'époque de ce côté-là. Ce qui fait que, si je peux parler du premier regret que j'ai maintenant, même s'il est parfaitement assumé, mais qui est peut-être un premier truc à dire quand même, c'est que je vais pas aborder maintenant l'entraînement en musculation comme à l'époque. À l'époque, je pouvais me dire chaque entraînement m'amenait un peu plus vers le meilleur physique de tous les temps. Pour moi, bien sûr, je m'en fiche des autres. Mais maintenant, c'est plus le cas. Le meilleur physique que j'ai probablement eu est quelque chose que j'ai eu quand j'avais des produits, justement. Et donc, maintenant, comme je m'entraîne pour un objectif personnel, mais avec une espèce de distorsion comme ça qui me dit ah, j'ai déjà été mieux. Et ça, c'est un truc que je tiens en général à dire quand je parle de ma propre expérience, c'est que c'est quelque chose à garder en tête. Je suis content d'avoir testé, je suis content de pouvoir le partager. Je suis aussi content et rassuré de ne pas avoir eu de problème. Mais ça, c'est quelque chose qui va rester quand même dans ma tête. C'est cette idée que, voilà, j'aurais pas pu tester mon potentiel, pour ainsi dire, alors que peut-être 5-6 ans d'entraînement de plus acharné, j'aurais eu un physique qui m'aurait plu. Et ça aurait été génial. Et j'aurais été d'autant plus fier. Et c'est pour ça que je suis encore plus impressionné quand je vois des personnes qui ont des physiques extraordinaires et qui arrivent à le développer en étant naturel. Parce que maintenant, avec la distorsion, justement, au niveau des réseaux, on a l'impression que n'importe quel bel athlète naturel, est ridicule. Pourquoi t'es aussi maigre? Peut-être parce que toi, tu as décidé, malgré toutes ces années d'entraînement, de rien prendre. Et puis, en fait, le développement physique est harmonieux et quand même impressionnant. Un truc qui change vraiment, c'est le potentiel total de masse qu'on peut accumuler. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui, à mon avis, est très difficilement négociable. C'est-à-dire qu'on peut être très sec en étant naturel. Et c'est hyper impressionnant. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais être sec, c'est possible. Mais être sec avec des ratios pour les gens qui connaissent un petit peu. Par exemple, moi, je fais 1m75. Si je fais 75 kilos sec sur scène, on peut se dire, OK, bon, le gars, il est vraiment écorché. Il fait 75 kilos pour 1m75. Il a géré son truc, mais il peut être naturel. J'arrive pareil avec 90 kilos. On va dire, écoute, impossible, juste impensable. Parce que le doute est permis. Là, le doute n'est plus permis à ce stade-là. Mais du coup, après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui arrive à tant de kilos et voilà est forcément dopé parce qu'il y a toute la démarche de voilà, il y a des personnes qui arrivent la première fois dans une salle de sport, ils mettent 180 kilos sur la barre de squat et c'est leur premier squat de leur vie. Et là, tu as envie de les insulter, tu dis ok, on n'est pas tous fait pareil. Et effectivement, il y avait une histoire comme ça, je crois que c'est le frère de Eddie Hall, qui est le recordman de deadlift, enfin strongman. Vous regardez Eddie Hall, vous allez tomber sur cette
The Beast, comme il se fait appeler. The Beast. Il y a aucune feinte. Je crois que c'est son frère, ou alors c'est le frère de, justement, celui qui se fait appeler Thor, qui a raison de se faire appeler Thor d'ailleurs. Et je crois que c'est le frère d'un de ces deux gars qui, la première fois qu'il arrive en salle de fitness, il soulève 180 kilos. Tu te dis, bon, voilà, clairement, on n'est pas tous pareils. Et là, il s'agissait pas de un gars qui venait et qui avait déjà fait 15 cures avant de rentrer dans la salle. Il arrive naturel avec un potentiel génétique qui n'est, pour ainsi dire, pas de ce monde. Et le mec, il soulève 180 kilos, il nous met tous la misère. OK. Mais lui, avec les cures et tout ce qui va avec et qui peut l'amener éventuellement au titre de strongman, bien sûr, il y a les cures qui vont avec et tout ça. Mais donc, ça donne un contexte et puis ça rappelle aussi que on est dans un monde où, sur Instagram, on peut mettre les filtres par défaut. Ce qu'on n'a pas besoin de dire par défaut, c'est la cure qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup de gens qui font des petites cures, pour ainsi dire, et qui se disent natifs, mais qui disent « Ouais, je prends quasiment rien ». Il suffit d'augmenter quelques centaines de milligrammes la testostérone régulièrement, et puis les changements sont quand même vraiment colossaux. Hein. Donc, c'est pas avec 300 mg pour donner des doses, parce que l'idée c'est d'inciter personne à faire quoi que ce soit, mais quand même que les gens sachent de quoi je parle. Ah oui, non, mais surtout pas ici en plus. Oui, voilà. Non. Les études les plus citées, les plus connues sont souvent celles qui parlent de 600 mg de testostérone. Ça a même fait une espèce de mème sur les réseaux sociaux où les gens disaient, chaque fois qu'un gars prenait un peu trop vite de muscle, ils disaient ouais, 600 mg quoi. Ça voulait dire que le gars était sous testostérone, donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Cette étude de base montrait le potentiel de croissance musculaire plus important des personnes qui se dopaient sans entraînement que des personnes qui s'entraînaient bien, mangeaient bien, alors qu'elles ne prenaient pas de produits. Et du coup, bien sûr, le produit. Beaucoup, ouais. Je pense que tu vois l'étude dont je parle. J'ai plus le nom de l'auteur, Bazin peut-être, je sais plus. Bref, peu importe. Et elle est facile à retrouver. Et les personnes qui s'entraînaient et qui prenaient des produits avaient bien sûr le plus de résultats. Heureusement quand même que l'entraînement ajoutait encore quelque chose à ça, c'est le côté rassurant. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui était connu, qui a été peut-être même trop partagé, justement avec un côté un peu dogmatique comme beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé la réponse à ta question en disant j'admire les athlètes, qu'ils soient dopés ou non. Et avant tout, voilà, moi-même je suis passé par cette étape, j'ai testé, j'ai été curieux et je suis en train d'inciter personne à le faire, mais c'était important pour moi parce qu'en gros au moment où j'ai pris un peu de visibilité, la mémoire musculaire est quelque chose de réel et moi quand je recommence à m'entraîner, je peux me rapprocher très vite tout à coup de 80 kilos parce que j'ai anciennement fait 90 kilos et puis j'avais une certaine masse musculaire qui était au-delà de mon potentiel génétique naturel. Point. Donc comme c'était pas quelque chose de net de mon côté de juste ne pas le dire, à un moment j'ai décidé de l'annoncer publiquement. C'était important, c'était une question en tout cas pour moi, une question morale. Et après, je comprends que certains le disent pas parce qu'il y a les contrats, il y a plein de choses. Mais ce que je trouve déjà chouette, c'est que de plus en plus de personnes ne disent plus naturel machin, ils disent juste rien du tout. Et en général, tacitement, on voit des gens comme c'est plus une nouvelle maintenant, mais Simeon Ponda, Ulysse ou des gars qui ont des physiques absolument incroyables et qui sont connus de quasiment tout le monde. Ils ne mettent plus maintenant lifetime natural, genre de truc. Et heureusement que, en tout cas, je crois, j'ai pas vérifié, mais peu importe. Les personnes qui ne mettent plus ça, déjà, j'ai envie de dire bravo à vous parce que ça permet aux gens qui doivent savoir et qui ont quelque part assez de discernement pour le faire, de se dire ok, le mec il met pas nati, faut pas déconner non plus avec ce qu'il a et tout. Et si ça vous amuse d'aller vous dire lui il est nati, lui il est pas nati, allez-y, faites tout le feed game et allez regarder ça, c'est votre délire. Moi je pense que vous gagnez peut-être un peu plus de temps à vous occuper de vous-même, mais ça c'est chacun son truc. Et mais du coup au moins les gars là comme ça ils ont cette humilité là, cette honnêteté là. Et après je ne dirai rien au niveau personnel, mais moi j'ai cette chance de pouvoir discuter avec quasiment tout le monde. Notamment dans le monde du feed game francophone, je sais beaucoup de choses et je ne dirai jamais rien publiquement, mais on veut des noms. Justement, c'est pour ça que je sais beaucoup de choses, c'est parce que je ne le dis pas publiquement et je respecte vraiment ces petits échanges que j'ai avec beaucoup de personnes et il y en a pas beaucoup avec qui je discute ouvertement de ce genre de choses qui ont une attitude que je trouve exécrable, mais il y en a quelques-uns malheureusement qui ont justement clairement tout un panel de produits derrière et puis qui pour le travail se doivent de se dire naturel. Et c'est pas juste ils se disent naturels, mais ils s'en vantent et ils utilisent ça pour abaisser les autres. Et là ce que j'en pense, c'est sans mentionner personne directement. Et puis les quelques personnes qui m'en parlent savent, je leur ai déjà dit personnellement, je trouve ça nul. Mais voilà, chacun ses choix. Mais moi je trouve ça nul. Et ça c'est une prise de position, mais c'est une prise de position de quelqu'un qui s'est lui-même dopé. Donc je me suis moi-même dopé à un moment. Donc voilà, vous êtes seul juge maintenant. Hein. Moi c'est pas le but de créer juste des mouvements de foule, je sais pas quoi, mais c'est juste de dire que pour pas se faire avoir, ça aide d'avoir de plus en plus de personnes qui sont honnêtes par rapport à ça. Je vous donne par exemple quelqu'un qui dans une vidéo il y a pas si longtemps dans le feed game, qui est un gars que j'aime bien, avec qui j'ai pu discuter régulièrement,
Dans le... La question, c'est toujours est-ce que je peux en parler ou non? Bon, alors je vais dire ça comme ça. Vous allez très vite le reconnaître. Il est allé dans une vidéo de Avner, Road to Science, il n'y a pas longtemps, et il se fait appeler un peu Monsieur Maigre. Bon, j'adore ce mec. Je sais qui c'est. Ok, voilà, vous savez certainement qui c'est. Et lui, j'ai adoré la manière dont il a expliqué justement ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Et lui, c'est un gars qui est non seulement aligné, mais que je trouve super. Puis bon, quand il s'agit de faire des compliments publiquement, je suis capable de le faire. Ça veut pas dire que je suis juste un hypocrite. Ça veut dire que je l'ai dit. Hein, je sais certaines choses, mais que je décide de ne pas dire parce qu'à aucun moment je veux diminuer le business de quelqu'un ou autre. À un moment, on a tous le droit de vivre, même si la base d'un business est un mensonge. On a tous le droit de vivre. Et par contre, ouais, pour donner un exemple que je trouve vraiment cool, lui, Monsieur Maigre, extraordinaire. Et il est hyper honnête parce que non seulement il le dit, mais en plus il le revendique. Enfin, il est dans l'honnêteté absolue où il le dit, il le redit, et il le redit pour dire à tout le monde je vous le dis. Voilà, je mens à personne. Et il en rigole. Enfin, il en rigole. Il est pas, quand il en parle, il n'est pas dans bon, les gars. Ouais, c'est sûr que c'est pas un truc tu vois dramatique, tu vois, il le dit, il dit qu'il en prend. Je crois que c'était sur sa vidéo avec Amner ou une autre, parce que j'ai vu qu'il a fait pas mal de feats récemment. J'aime bien son attitude par rapport à ça aussi. Je trouve que elle est est-ce que ça enlève le côté sérieux grave? Non, tu vois, il lui dit faites pas comme moi, mais au moins il a l'honnêteté de dire. Et puis allez faire une séance de jambes avec lui, vous verrez s'il est sérieux ou pas. C'est un gars très sérieux, il n'y a aucun doute là-dessus. J'en doute pas. J'en doute pas une seule seconde. Juste une dernière petite chose avant de passer aux questions de fin, parce que le temps passe. Sur le métabolisme, sur la perte de gras, très rapidement, l'utilisation des produits, on change. Alors ça creuse l'appétit, d'accord, ça fait augmenter le métabolisme, j'imagine. Donc on peut manger pareil, on va perdre du poids facilement. C'est-à-dire que tous les principes du déficit calorique, tout ça, on jette tout ça à la poubelle ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on rentre en général, quand on dit le déficit calorique, on parle de cette fameuse boîte noire qui aide pas grand monde. C'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, globalement, on sait pas trop ce qui se passe dans cette boîte noire, mais globalement, il y a plus de trucs qui sont rentrés que sortis, du coup, t'es gros et c'est ta faute. Je caricature de nouveau, mais ça, c'est un peu l'idée du déficit calorique quand quelqu'un sait pas trop ce qui se passe. On dit, ton corps, c'est la boîte noire et voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de rentrer dans cette boîte noire et regarder ce qui se passe. Et on peut parler de choses comme le nutrient partitioning. C'est cette capacité à amener les nutriments à différents endroits, dans différents compartiments. Et donc, si on est capable de dire globalement aux différents glucides qu'on mange, refaites les stocks de glycogène musculaire, les stocks de glycogène au niveau des astrocytes et le stock de glycogène au niveau du foie, et à aucun moment vous allez faire de la synthèse des nouveaux lipides, et puis en gros les autres lipides vous allez être mobilisés facilement parce que on va rajouter un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis du coup le métabolisme va rester élevé. On rentre dans ce truc assez particulier du partitionnement des nutriments. Et donc, on se dit, on a moins de chances de stocker en graisse tous ces trucs parce qu'ils sont mieux utilisés dans une optique d'anabolisme, notamment musculaire. Donc, quelque part, on se dit, maintenant qu'on est dans la boîte noire, il y a tout ça à disposition. Et qu'est-ce que le corps fait avec, en plus, une influence de produits dopants? Quelque part, il dit un petit peu plus, bon les gars, il n'y a pas de feinte là, on est en train de construire du muscle, ça y va, on a besoin d'énergie pour tout ça, on a besoin d'énergie pour refaire nos stocks de glycogène pour la prochaine séance de muscu, amenez-nous tout ça, on va s'occuper de tout. Je caricature un peu, mais comme ça c'est facile à comprendre. Et du coup, ce qui éventuellement serait aller du côté du compartiment de la graisse, chez d'autres personnes, ici est simplement utilisé pour, c'est un petit peu d'énergie pour la prochaine séance de muscu, quoi. Et en plus de ça, les stocks de glycogène sont bien remplis, la personne a une sensation, on appelle ça de la congestion de manière un peu informelle, mais des énormes sensations lorsqu'elle fait ses efforts, etc. Et puis, une bonne vasodilatation, toutes ces choses-là. Et donc, il y a des trucs qui se passent qui sont différents de quelqu'un qui va, pour la même quantité d'énergie, moins bien répartir cela. Donc, quelque part, c'est une forme de compétition de qui va prendre les réserves d'énergie. Et donc, finalement, on a du carbone, on a de l'hydrogène, on a de l'oxygène, on a un mélange de tout ça, on a aussi la partie azotée pour les protéines. Bref, pour faire simple, on prend tout ça, on le mélange, et puis l'idée, c'est qui va prendre quoi. Et globalement, en général, une certaine quantité de protéines va aller avant tout et surtout en direction des muscles, et une partie va être détournée pour l'oxydation, et une très 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 petite partie va être peut-être même carrément arriver au stade de synthèse de graisse. C'est très dur de faire de la graisse à partir de protéines. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que des protéines à partir de maintenant, ça veut juste dire que le truc qui se transforme le plus simplement en graisse, c'est ce qui est déjà de la graisse. Manger du gras, stocker du gras, il n'y a rien de plus simple. Et moins d'étapes.
Donc c'est con, hein, mais c'est bien de le rappeler parce que des gens disent oui, mais sans insuline, machin, bah tu bouffes du beurre de cacahuète, c'est de la graisse, tu vas le stocker sans problème, Coco. Il n'y a pas de souci. Donc c'est pas manger plus gras pour rester plus sec, ça c'est ridicule. Manger plus de graisse pour brûler plus de graisse, c'est comme se vanter d'aller faire plus de shopping pour devoir ensuite faire 2 fois plus de boulot et d'heures supplémentaires parce que t'es un achat, enfin comment est-ce qu'on dit, un acheteur compulsif. Enfin, bref, t'as compris l'idée. Ça sert à rien de manger plus de graisse pour brûler plus de graisse, quoi. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que pour la même quantité de choses que tu manges, ton corps va être lui-même plus en train d'activer certains phénomènes qui coûtent beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que la synthèse musculaire, la répartition du tissu musculaire, plus l'environnement globalement plus riche en testostérone, va avoir cet effet d'organisation, d'utilisation de l'énergie, on va dire, qui change drastiquement et qui n'a rien à voir, pour prendre un exemple à l'opposé, d'une personne qui est en hypothyroïdie, sédentaire et puis résistante à l'insuline. Donc là, on va donner les mêmes calories. Il y en a un qui va faire quasiment que du « Ah, c'est trop, stockage ». Je caricature à peine, malheureusement. Et l'autre qui va dire « Ah, trop cool, encore un petit peu de stock pour le prochain entraînement ». Et le résultat n'a rien à voir dans le développement sur le long terme. Donc oui, ça change quelque chose. Et oui, ça peut même donner l'impression que le déficit calorique change. Mais en fait, c'est parce que la manière d'utiliser globalement cette énergie change. Et donc, si on a une grande partie d'énergie qui est dirigée vers la construction, c'est de l'énergie qui n'est plus disponible pour se stocker en graisse. Caloriquement parlant, c'est pas pour dire tout à coup ça se transforme, le gras se transforme en muscle, ça ce serait faux. Mais c'est pour dire que globalement, avec cette compétition d'utilisation d'énergie, il y a de moins en moins d'énergie disponible pour stocker davantage de graisse, la graisse elle-même étant très facilement mobilisée elle aussi. Ok, très bien. Merci pour toutes ces précisions. Écoute, on va pouvoir jumper sur les 3 questions de fin. Yes. Alors, donc, conclure cet épisode. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ? Donc moi-même ou que je donnerais à quelqu'un d'autre? Vraiment toi-même. Pour moi. Moi, ok. Pour toi. Alors, j'aurais voulu quelque part pouvoir me planter avec plus d'intégrité plus vite. Donc, pour faire simple, ça veut dire que quelque part, tu refuses de faire certaines erreurs parce qu'il y a des chemins que tu n'as pas envie d'emprunter ou telle chose. Je suis pas en train de dire j'aurais voulu prendre des stéroïdes plus vite, si jamais c'est ce que vous aviez en tête, c'est pas du tout l'idée. C'était de, par exemple, pas me dire j'ose pas aller en salle de musculation parce que j'ai peur de passer pour un kéké au début en faisant des mauvais entraînements, j'ai peur de tester la compétition à haut niveau dans tel sport parce que tout le monde va me dire que je suis pas capable, j'ai peur de me lancer dans telles hautes études parce que machin. Bon, ça c'est pas un souci que j'ai eu en l'occurrence parce que j'ai pu très facilement m'en sortir du côté académique, mais pour le reste globalement, pour les expériences sportives, j'aurais voulu être moins peureux. J'aurais voulu commencer plus vite le breakdance, j'aurais voulu commencer plus vite à tester les backflips et ce genre de conneries que j'adore faire. J'aurais voulu commencer plus vite ce genre de truc avec moins de honte du regard des autres. Donc c'est pas peut-être un conseil qui va parler à beaucoup de monde, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'aurais voulu pouvoir me détacher plus vite du regard des autres pour avancer plus vite vers un chemin qui me tente en fait. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. En tout cas, moi ça me parle, je vois exactement de quoi tu parles. Okay. Tester les stratégies d'évitement pour éviter d'avoir à faire face aux trucs dont on sait qu'il faut absolument qu'on fasse face. Donc, autant agir de suite. Non, si, c'est très clair. Deuxième question, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que tu as eu un mentor dans tout ton parcours, ton processus ? Alors, oui et non. Non, parce que cette personne ne se déclarera pas comme telle, avec son humilité, son niveau de connaissance et peu importe. Enfin, je pense même pas que c'est quelqu'un que j'idéalise. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est fondamentalement bon, qui est fondamentalement enthousiaste, intellectuellement honnête et avancé et érudit sur le domaine de la nutrition, de la biomécanique et d'autres choses. Cette personne s'appelle Eric Lépine. Eric Lépine est une personne qui m'a pointé du doigt un livre qui m'a bouleversé qui m'a énormément bouleversé depuis, c'est la méthode de Edgar Morin, où on parle beaucoup de critique dans le sens constructif. Comment est-ce que finalement on peut vraiment avancer au niveau de la critique de l'information? Et pour donner encore un mot là-dessus, ce qui m'a le plus perturbé aussi, c'est une vidéo qu'il avait partagée un temps, qui était de Robert Sapolsky, professeur Robert Sapolsky de Stanford University. Donc on parle de quelqu'un qui est très connu, très reconnu, on va dire ça comme ça aussi, que ce soit d'ailleurs même sur les médias sociaux ou sur le monde strictement académique, qui est absolument incroyable, qui a fait une vidéo sur
le thème du chaos et du réductionnisme. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ok, c'est bon, il est complètement fou, mais je vais assumer totalement ça. Et cette vidéo Chaos and Reductionism, c'est vraiment une vidéo qui montre à quel point on peut vite être limité si on se base strictement sur, on va dire, l'approche evidence-based. L'approche evidence-based est excellente, mais elle ne doit pas sortir du science-based, c'est-à-dire quelque part éviter de prendre des informations comme des anecdotes, des histoires d'expériences, ce genre de choses, et directement les dévaloriser parce que c'est pas la dernière étude randomisée contrôlée sur les humains des 5 dernières années. C'est se tirer une balle dans le pied parce que le monde n'existe pas depuis la littérature scientifique avec un discours que certains appellent même le scientisme, qui est une forme de religion scientifique maintenant, qui a un discours autoritaire qui s'oppose au débat curieux, intellectuellement honnête et ce genre de choses, et qui cherche plutôt à trancher, voire même à ridiculiser ou à rabaisser selon les discours, plutôt quelque chose qui serait d'ailleurs un outil politique, ou même jusqu'à aller dire que le consensus scientifique n'existe pas, parce que la science veut par définition qu'on continue le débat. Donc si tout le monde se met d'accord à un moment, c'est plus de la science. C'est genre une manière de fermer des bouches, quoi. Et ça, c'est deux choses différentes. Et c'est pas pour autant que le monde scientifique peut pas tendre vers quelque chose qui semble être le plus cohérent, mais dire tout le monde est d'accord, il y a un complot quelque part là. Non, un complot dans le sens on se comprend. Il y a un discours qui n'est pas de nature profondément scientifique. Et cette personne, Eric Lépine, m'a beaucoup dirigé justement vers cette curiosité qu'on peut garder et la nature profondément anti-autoritaire. Donc c'est quelqu'un qui a littéralement changé ma perspective de ce côté-là et qui m'a ouvert les yeux sur des trucs très impressionnants. Mais c'est pas quelqu'un qui m'a vraiment pris sous la main et puis m'a dit ok Will t'apprends ça, puis 2 mois plus tard Will t'apprends ça. Il m'a juste pointé du doigt 2-3 trucs, mais ça a suffi pour changer ma vie. Voilà, c'était un peu long, mais comme ça tu sais. Top. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et alors tu n'es pas du tout obligé de parler d'un livre d'entraînement, ça peut être autre chose. D'accord, ok. Alors, je suis désolé de répéter justement le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, mais Edgar Morin, La méthode, si vous êtes capable de lire ce bouquin, je vais vous dire très clairement, j'ai certains des paragraphes de ce livre, donc La méthode. La méthode, ça s'appelle ? La méthode. La tome 1, en l'occurrence, La nature de la nature. Certains paragraphes m'ont pris plus d'une journée pour les comprendre. Des fois, je lisais un paragraphe, je me disais, j'ai pas compris, je recommence. Je relisais un paragraphe et des fois c'était seulement le lendemain quand je reprenais la lecture que je comprenais ce qu'il y avait vraiment derrière. C'est pas un livre qui se lit facilement à moins que vous soyez déjà anormalement doué en termes d'analyse scientifique, de critique, de rigueur, d'ouverture d'esprit, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait un travail en profondeur incroyable sur ma propre méthode d'analyse. Et du coup, non, c'est pas directement lié au sport, mais waouh, est-ce que ça va vous perturber? Tellement que vous êtes un petit peu fan de la nature, voilà, la tome 1, la nature de la nature, donc forcément ça va vous fasciner, je pense, de la biologie, de l'évolution, de la science, de la technologie, des liens avec notre mode de réflexion plus ou moins binaire selon les domaines, informatique notamment, et toutes ces choses-là. C'est, je pense, un des meilleurs sociologues qui existent. D'ailleurs, peut-être même qu'on peut pas l'appeler sociologue tout court parce qu'il est tellement compétent dans différents domaines que c'est quelqu'un qui va, si vous avez le courage de le lire profondément, modifier votre mode de réflexion et à mon avis dans le bon sens. Ok, bon écoute, on laissera tout ça en description pour que les gens ils puissent y retrouver et aller creuser. Où c'est qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Internet surtout, parce qu'on va pas donner ton adresse. Non, je te remercie. Le plus dur non, franchement, si les gens ils ne te connaissaient pas jusque-là, ils ont vu un petit peu ce que tu avais à leur apporter et ce qu'ils pouvaient en tirer de tout ça, qu'ils ont envie de te suivre, que ce soit sur tes vidéos, sur ton site, tu as parlé de tes livres. Je vais mettre tous les liens de toute façon en description. Est-ce que tu peux me donner donc tous ces liens pour que les gens ils aient juste à cliquer dessus sans avoir à faire plus d'efforts? Magnifique, je te remercie beaucoup. Globalement, je suis actif sur 2 médias sociaux, Instagram et puis YouTube. Sur YouTube, c'est Will, W2L, Janssens, et c'est surtout la partie la plus dure. Si vous écrivez Janssens juste, vous êtes bon. Janssens. Et sur Instagram, Will Coach You, donc Will-en-bas, coach-en-bas, et You, donc un U. Et puis, c'est les 2 réseaux sur lesquels je suis plus actif. Et si vous voulez absolument toutes mes infos, là par contre, willjanssens.ch, simplement mon site internet, qui est lié aussi avec mon mail, et puis qui regroupe aussi tous mes livres que vous pouvez directement obtenir aussi depuis là. Et si les livres vous intéressent avant tout et surtout, je pense le plus simple pour tous les retrouver, c'est sur le site de YAM Nutrition, qui est le site de mon co-auteur Christophe Bonnefond, qui
qui est aussi connu pour sa fameuse farine de patate douce. Donc, comme ça, vous pourrez Mhm. avoir un livre plus de la farine de patate douce en même temps. Voilà pour l'idée. Excellent, excellent. On veut ça. Je laisserai directement les liens dans les notes. Je te remercie, Will, pour être passé sur le podcast, d'avoir discuté pendant. Allez, on a passé l'heure 30 là, je crois. Ouais. Oui, on a passé l'heure et demie. C'était très intéressant. C'était super. J'espère que les auditeurs ont apprécié. Moi, je suis quasiment sûr qu'ils vont apprécier. Continuez à mettre des notes sur ce podcast, à laisser des évaluations de 5 étoiles sur l'application Apple Podcasts. Je le répète, mais je trouve que je le répète pas assez. Il faudrait que je le dise plus souvent. Et surtout, si ça vous plaît, si vous avez appris des trucs, vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans dans la même discipline, dans la même pratique, dans la même stratégie de réflexion, d'amélioration, n'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un que vous connaissez. Vous lui envoyez directement par mail, vous lui faites un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi prendre directement une capture, la laisser sur Instagram, ou directement, même si vous écoutez les épisodes via Spotify, vous pouvez même partager directement dans les stories d'Instagram. Donc comme ça, vos contacts peuvent voir que vous écoutez le podcast Biomécanique, et peut-être pourront voir aussi que vous êtes un auditeur habitué, apprécié. Oui, moi j'apprécie tous les auditeurs de toute façon, mais que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Il y aura Will Janssens sur le nom. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, ou c'est bon, je peux te libérer pour la fin de ta journée? Oui, une toute dernière chose. Je te remercie infiniment de m'avoir invité, et puis d'avoir accepté d'écouter les quelques personnes qui t'ont suggéré de me faire passer sur ton podcast. Et c'est un grand honneur d'avoir pu discuter avec toi. Et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me taguer, bien sûr, sur l'épisode quand il sort. Je relayerai bien évidemment. Très bien. Merci. Je te dis à bientôt. Bye bye, Will.